ces rencontres avec toute l'équipe extraordinaire qui est là et qui nous entoure depuis, l'équipe pas depuis 33 ans parce qu'il y en a qui n'étaient même pas nés, mais voilà, une équipe continue, mobilisée et qui s'est décarcassée pour que nous puissions faire aujourd'hui et demain des rencontres qui tiennent lieu du Festival du Livre. Difficile de remplacer comme ça au pied levé, mais vous savez que notre 33e Festival du Livre a été annulé après beaucoup de débats, de discussions avec la préfecture et l'ARS, parce que nous voulions absolument faire ce festival avec toutes les mesures de sécurité nécessaires pour pouvoir le réaliser. Bon, on était au mois d'août, on était début septembre, on n'était pas dans cette évolution de la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, qui est plus importante. Donc on voulait arriver au bout, mais le bout n'a pas été possible parce qu'à un moment donné, la jauge possible pour faire ce festival a été de 1000 personnes. Donc 1000 personnes pour le Festival du Livre, on accueille entre 50 et 60 000 personnes. On ne pouvait pas tomber à 1000, on ne pouvait pas y arriver parce que quand on ouvre le festival, les organisateurs, les bénévoles, les exposants, tout ça, on y est déjà 500 ou 600. Voilà. Donc ce n'était pas possible. Bon, donc là, on a capitulé, allons-nous dire. Et puis, je disais aussi tout à l'heure que sur Facebook, on a eu des messages tellement extraordinaires de réconfort, de compassion, de tristesse de voir que le festival était annulé, qu'immédiatement, dans le week-end, on a relevé la tête, on a dit, allez, on fait autre chose, mais on va faire quelque chose. Parce que ce n'était pas possible de se dire que ce nouveau monde que nous voulions rêver tous ensemble, dans toutes ses composantes, eh bien, on allait le laisser tomber, on allait dire, ben, il n'y aura pas de nouveau monde. Symboliquement, ce n'était pas possible qu'on fasse ça. Donc, on a inventé ces rencontres. Alors, elles sont différentes, hein, mais on les fait quand même. On a bâti un programme en 2 jours. On a rappelé des gens qui étaient prévus déjà dans le premier programme. On en a trouvé d'autres parce qu'il y en a qui étaient plus dispo. On a gardé les thèmes principaux de ceux qui composaient ce nouveau monde. C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait le débat sur l'écologie. C'est évidemment, au sens très large, une composante énorme, importante, essentielle de ce nouveau monde, dans lequel nous devons vivre le mieux possible. Et puis c'est les femmes qui sont donc plus de la moitié de l'humanité, donc dans un monde nouveau, bien elles comptent, plus de la majorité. Voilà, c'est sur le ton de la boutade, mais on tenait beaucoup à ce que justement ce thème des femmes soit présent complètement et à part entière, parce que ce nouveau monde, nous aussi, les femmes, nous le rêvons, mais les hommes aussi le rêvent meilleur pour tout le monde. Un monde où les femmes seront plus égales, ça se dit pas ça, seront égales. On peut dire plus égales, si j'étais Coluche, j'aurais dit plus égales. Mais donc seront égales aux hommes dans tous les droits, dans toutes les circonstances de leur vie. Ben là, les hommes seront plus heureux aussi. Peut-être pas tous. Parce qu'il y en a à qui il faudra prendre la place. Voilà, on en discutait à l'instant. Mais voilà, c'est un petit peu ce monde-là que nous voudrions dire avec vivacité. Alors je dis nous parce qu'une des intervenantes qui est la déléguée départementale aux droits des femmes, Natacha, elle est venue, elle était là jusqu'à maintenant, elle est aussi du coup fonctionnaire de la préfecture. Et avec les événements de cette nuit, dans la Vésubie notamment, eh bien, elle a été rappelée en urgence parce qu'elle s'occupe aussi de loger les familles. Donc tout le personnel de la préfecture a été rappelé. Donc elle a dû partir là il y a 10 minutes pour faire son travail. Alors je me permets pas de la remplacer, mais du coup de participer au débat aussi en tant que femme militante, engagée et femme politique aussi. Donc ce sera encore un regard différent sur ce que nous souhaitons comme un monde merveilleux. On ose le dire aujourd'hui dans les difficultés dans lesquelles nous sommes. Et après ce que nous avons vécu, mais voilà, nous souhaitons un monde peut-être différent, peut-être pas, on ne sait pas, ce monde nouveau qu'on voulait définir dans ce festival. On a commencé à le faire ce matin, on continue à le faire cet après-midi, on continuera demain. Donc avec vous tous, je vous redis que nous sommes en direct sur Facebook, que nous sommes enregistrés. Donc les paroles que vous allez prononcer seront retenues à charge pour toujours. Donc nous serons visibles après sur la chaîne YouTube du festival. Donc même si aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, et merci d'être là, et bien ensuite le débat, lui, sera entendu beaucoup plus largement. Donc il va falloir être super. Merci Monsieur Éric Grolet de modérer ce débat. Voilà, merci. Donc je reste là.
Marie-Louise se fait un plaisir de me confier les animations de débat sur les questions des femmes, je le sais bien. Quel monde nouveau pour les femmes? C'est déjà en soi une question qui vraiment mérite une grande réflexion. Alors pour débattre avec Marie-Louise, eh ben, nous avons la chance d'avoir Madame Elvire Dufel-Charles. Pardon, excusez-moi. Donc vous êtes réalisatrice, c'est ça, et vous êtes impliquée dans le mouvement des Femmes, c'est ça? J'ai été impliquée dans Ah, vous avez été. Femmes et je suis maintenant à la tête de cofondatrice de Clit Révolution, qui est une série de documentaires et un livre. Qui, pardon? Qui est une série documentaire Oui. Et un livre, le manuel d'activisme féministe de Clit Révolution. Très très bien, d'accord. Et Anne-Gaëlle Baucher, du coup, vous êtes l'association Alter Ego. Merci, mesdames, de participer à ce débat. Alors, quel monde nouveau pour les femmes? Marie-Louise, tu vas nous expliquer ce qui tu as commencé à le dire déjà au micro, mais qu'est-ce qui te motive à travers une question comme celle-là? Et à moi de réagir en tant qu'homme aussi par rapport à ce qui va être dit. À peu près depuis que je suis née que je me pose cette question, donc je crois qu'on n'a pas tout réussi encore. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une grande marge de progrès dans la situation où nous sommes aujourd'hui, au niveau de l'égalité, même si on peut dire qu'on a eu des avancées significatives. Enfin, on peut regarder, on a encore de quoi faire. Donc, ne vous découragez pas, il y en aura pour tout le monde du boulot, et dans tous les domaines. Donc, Anne-Gaëlle, qui a créé la coopérative Alter Ego, nous en dira quelque chose tout à l'heure, parce que justement, elle est au cœur pragmatique des choses dans le domaine de l'égalité et de la bagarre pour l'égalité à tout point de vue. Donc moi, quand je dis égalité, c'est égalité des droits, principalement. Si un jour on obtient une égalité des droits entre les hommes et les femmes, je pense qu'on a tout gagné, parce que de cela va tout découler. Moi, je suis particulièrement impliquée dans la vie politique, même si au départ, ce n'était pas forcément mon objectif, mais j'y suis arrivée. Et j'y suis arrivée pourquoi? J'y suis arrivée parce que quand on est élu quelque part, ça donne le pouvoir d'agir. Moi, je ne suis pas pour le pouvoir tout seul, ça ne m'intéresse pas. C'est le pouvoir d'agir. Et c'est quand on est élu qu'on a ce pouvoir-là, d'agir sur une loi, d'agir sur un règlement, d'agir sur une mauvaise coutume, d'agir sur tout ça. Sinon, il y a la vie associative qui compte, il y a les lobbying, il y a les ONG, tout ça c'est indispensable, et il y a aussi l'échelon de la politique. Donc c'est aussi pour ça que je fais de la politique, au sens où je l'entends, et je me suis aperçue qu'effectivement ça donne de la voix, des voix électorales, et ça donne de la voix. C'est-à-dire qu'on a des tribunes. Quand on est élu, il y a des endroits où on parle, des endroits où on défend des choses. Et notamment cette question des femmes, je pense que depuis que je suis née, j'ai toujours remis le féminin. Je suis prof de français aussi. Alors, c'était mon premier truc. J'ai jamais pu enseigner à mes élèves, j'ai jamais pu dire c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Ça, c'est un truc, c'est jamais sorti. Donc, je vais me débrouiller pour leur dire, si vous voulez respecter cette règle, bien sûr, vous serez mieux noté au bac. Mais quand même, cette règle, elle est empreinte de tous les symboles que nous pouvons trouver. C'est même pas du machisme conscient, c'est du patriarcat ancestral. Donc, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est tout normal, on le trouve dans les livres de grammaire. C'était absolument insupportable. Donc, aujourd'hui, l'évolution de la grammaire et de l'écriture inclusive, même si c'est pas parfait, même si c'est compliqué, même si c'est délicat, il faut y aller parce que c'est là qu'on retrouve le féminin. Sinon, on parle toujours au masculin. Tout à l'heure, un intervenant disait les hommes politiques. Bon, chaque fois, je sursaute. Alors, on a beau me dire c'est le générique. Mais non, l'homme, c'est pas le générique. L'homme, c'est masculin. La femme, c'est féminin. Donc, on ne peut pas utiliser un mot comme homme pour dire que ça représente tout le monde. Il faut en finir avec ça. Moi, je ne dis plus les droits de l'homme, je dis les droits humains. Alors, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de nuancer, ce n'est pas toujours facile de mettre derrière un féminin. Mais sinon, si on ne le fait pas, on n'existe pas. Donc, c'est un peu tout ça, et avec de l'humour et du sourire aussi qu'on peut le faire. Donc, partout où je suis, moi, quand quelqu'un dit « Madame le conseiller », alors là, Madame le conseiller, là, je me lève, je dis « Je suis une femme, Madame la conseillère ».
Du coup, ça fait hop, ça imprime. Quelle que soit la circonstance, je veux dire que nous, les femmes, on doit exister, et vous, les hommes, nous faire exister en tant que femmes là où on est. Voilà. C'est une revendication basique. C'est ça aussi la politique. On dit Madame la maire alors. On dit Madame la maire. Ouais. On dit, alors la première féminisation de ces noms-là, ça a été Madame la ministre. Le jour où il y a eu des femmes ministres, les pauvres premières femmes ministres, vous connaissez le sort qui leur a été fait, les premières. Hein. Ça a été absolument abominable, les premières femmes ministres, et la première ministre aussi. Elles ont eu un sort... aujourd'hui, on voit encore des trucs, mais là, c'était carrément de l'autre siècle, d'avant, du 19e. Voilà. Donc, on a fait avancer cette idée que les femmes sont égales en droit, qu'elles peuvent être présentes partout. En politique, particulièrement, ça veut dire que là où il y a des hommes, il faut qu'il y ait des femmes, mais ça veut dire aussi que les femmes vont prendre la place des hommes. Je vais vous donner un exemple. Dernier conseil départemental auquel j'appartiens, quand j'ai été élue en 2008, nous étions 5 femmes sur 52 conseillers globalement, donc 5 sur 52. Et quand il y a eu la loi de Manuel Valls, il faut rendre à César ce qui est à César, sur la parité, sur la création d'une parité pour les élections départementales, le binôme, le fameux binôme. Donc aux élections départementales, sur un canton, il y a une femme, un homme obligatoirement. Donc aujourd'hui, on a 54 conseillers globalement et conseillères qui siègent, 27 hommes, 27 femmes. Parfait. Alors imaginez-vous que sur l'ancien hémicycle qui comportait 52 personnes, 5 femmes, ce qui voulait dire 47 hommes, donc sur ces 47, il fallait tomber à 27 pour laisser autant de place pour les femmes. Voilà. Donc, c'est un cheminement. La parité, c'est des lois d'abord. Et cette loi, ce changement dans la loi sur la parité, elle a été, pour moi, significative du symbole ce que ça voulait dire si des femmes veulent avoir le même accès au monde politique, eh bien, ça veut dire que des hommes, à un moment donné, ne sont plus là, vont faire autre chose, ils vont faire le ménage, ils vont faire, voyez, ils vont élever les enfants. C'est des choses intéressantes aussi. Hein. Ça peut se partager aussi. Voilà, je préfère le dire comme ça sur le ton de l'humour, mais ça a quand même fait du remue-ménage et il y a eu des mécontents. Mais aujourd'hui, nous avons 27 femmes au département, 27 conseillères qui sont à fond, qui travaillent à fond, pas dire qu'elles ne travaillent pas non plus, mais qui sont très engagées dans leur fonction. Et ça fait un rajeunissement d'esprit aussi, pas juste de l'âge, d'esprit aussi. Donc voilà, tout ça, ça compte. Et si on veut avoir des collectivités qui décident, qui agissent, qui gouvernent, qui font tout ça, il faut que les femmes soient à égalité des hommes dans tous ces instants. Sinon, les choses seront toujours vues par des yeux d'hommes. Et comment on envisage la question des violences sur les femmes, comment on envisage l'égalité au travail, comment on envisage l'égalité au travail, y compris dans les plus hautes sphères, si ce sont les hommes qui décident de ça. Comment ils envisagent, je ne fais pas de reproche à personne, hein, mais c'est parce qu'on est juste, on a une culture. Hein, et c'est cette culture qui s'impose. Et donc, un homme verra plus naturellement un homme pour certains postes, pour certaines places, qu'une femme, parce que parfois même, il n'y pensera pas. Ou il jugera qu'elle n'est pas capable, ou il jugera qu'elle va passer trop de temps avec ses enfants, ou il jugera qu'elle va être enceinte et qu'à un moment donné, ça va compliquer les choses. Vous voyez à quel point c'est important que les femmes soient partout dans les décisions pour qu'il y ait aussi ces choses-là qui soient vues, qui soient enregistrées, qui fassent partie de la discussion, et pas qu'on dise, bon, c'est une femme, de toute façon, dans 2 ans, elle va faire un bébé. Enfin, je dis ça parce que j'ai entendu. Hein. Et donc, après, ça va être compliqué, il faudra la remplacer, puis voilà, etc., etc. Donc, on ne va pas la mettre chef. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, chacun dans votre vie, dans votre métier. Voilà, c'est juste pour vous dire que je suis totalement pour la mixité la plus totale, pour l'égalité, pour le bien vivre ensemble tous. Mais ce bien vivre ensemble, il faut qu'il aille dans le sens d'une plus juste représentation. C'est exactement ce que je veux vous dire. Et on est encore assez loin. Les lois sur la parité nous ont fait bouger, nous ont boosté
Et j'ai défendu, moi, ces lois sur la parité, alors que certains disaient, mais non, il faut laisser faire le naturel. Je dis, le naturel, dans 150 ans, on sera toujours au même endroit. Donc, il fallait des lois qui imposent la parité dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux. Ça, c'est fait. Maintenant, on est à l'Assemblée nationale. Ça a progressé assez nettement, mais ce n'est pas encore automatique. Au Sénat, je n'ai pas vu les derniers, je ne sais pas combien on est monté là, ou descendu, je ne sais pas. Attendre encore quelques jours pour avoir les derniers résultats, mais dans le département, on a par exemple une jeune femme qui s'appelle Alexandra Borchio-Fontin, qui vient d'être élue, elle a 38 ans. C'est ça. Donc vous voyez, il y a aussi des gens qui s'impliquent. Elle est dans la politique depuis très peu de temps, ça doit faire 4 ou 5 ans, je crois. Et d'emblée, elle s'est sentie à l'aise, typiquement dans la nouvelle composition Tout à fait. de ton équipe au sein du département. Et ça a été un tremplin pour elle. Pourtant, elle a démarré en disant « j'ai aucune expérience », donc très peu de légitimité par rapport aux autres. Et en 5 ans, elle est passée des élections locales aux élections nationales. Elle est depuis quelques jours sénatrice des Alpes-Maritimes. Et elle n'aurait pas été ça s'il n'y avait pas eu la révolution au département. Elle fait partie de ces femmes qui sont rentrées conseillères départementales parce qu'il y a eu cette évolution de la loi. Sinon, elle ne serait pas là, donc elle n'aurait pas été sénatrice. Et c'est comme ça aussi que ces choses se font. C'est à tous les niveaux. On commence par être adjointe dans une commune, après éventuellement ça peut être maire, ou ça peut être conseillère départementale, ou ça peut être conseillère régionale, ou ça peut être sénatrice ou députée. Mais si les portes sont fermées d'entrée, on n'y arrive pas. Ça ne vient pas comme ça tout seul. Alors je voulais vous demander, mesdames, justement, ma première question, au-delà de toutes ces règles qui doivent absolument évoluer, bien évidemment, est-ce que les mentalités, vous avez senti ces derniers temps qu'elles évoluent chez les hommes? C'est-à-dire que le regard des hommes est différent en règle générale, je parle à votre niveau, dans votre secteur d'activité, et qu'il y a un réflexe qui est de dire, tiens, une femme... Ce réflexe n'existe plus. Est-ce que ça s'efface? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal de parler, de travailler avec des femmes et d'avoir des femmes à son niveau, nous les hommes? Voilà, c'est un peu la question que je pose. Alors moi, j'ai un naturel extrêmement positif et je me dis toujours, regarde le côté, le côté plein du verre. Donc je suis pas du tout sur le côté à moitié vide, je suis toujours sur le côté à moitié plein. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie scission dans la société depuis... alors, c'était en marche depuis un certain nombre d'années déjà, mais le hashtag MeToo a, pour moi, complètement fait exploser les positions et les postures, et paradoxalement, notamment des hommes sur le sujet. Les femmes, j'allais dire, n'ont pas appris grand-chose avec l'explosion des informations sur le hashtag MeToo. En revanche, énormément d'hommes sont pères. Et là, ils étaient en général mis à l'abri. Les mères transmettaient la nécessité de faire attention quand on est une fille à tous les dangers hypothétiques qui tournent autour des filles, et notamment quand elles passent sur l'âge de l'adolescence. Pour autant, les pères étaient souvent tenus à l'écart de cette transmission-là. Et quand ils ont découvert que, oui, aujourd'hui en France, encore, toutes les 9 minutes, il y a une fille qui se fait violer, d'un coup, ils se sont dit, non mais vous ne parlez pas de la France en 2000, en 2015, là, vous plaisantez, c'est pas ça la France. Et d'un coup, en fait, c'est eux qui se sont pris, j'allais dire magistralement, le hashtag MeToo en pleine tête. Et du coup, nous, on le voit beaucoup, notamment... Alors, bon, moi, je ne suis pas du tout sur la problématique des violences faites aux femmes, mais on le voit aussi dans l'organisation du travail, où, en fait, notamment sur les nouvelles lois sur l'interdiction du sexisme au travail, qui perturbe énormément, parce que le seul endroit où on n'a pas le droit, en termes de droit, tu parlais de droit, mais c'est ça, le seul endroit où on n'a pas le droit d'être sexiste, c'est au travail. Paradoxalement, c'est compliqué de gérer ça, et ça s'impose à tout employeur depuis 4 ans. Et du coup, on s'aperçoit que énormément d'hommes en fait se disent mais oui, mais c'est normal en fait. Le sexisme, c'est pas un climat social qu'on peut tolérer. C'est pas du tout possible. Moi, effectivement, j'aimerais pas objectivement que ma fille qui prenne son premier emploi se trouve avec un directeur ou une directrice ou une équipe au sein de laquelle le sexisme, c'est monnaie courante et finalement, c'est ça les conditions de travail ordinaires. Donc, il y a une prise de conscience. Pardon, alors je vais être très naïf pendant tout le débat, c'est sûr, mais c'est très intéressant. Je n'avais jamais pensé à ça, le rôle de l'homme par rapport à sa fille. Mais alors, il réagit par rapport à sa fille et pas par rapport à sa femme. Eh ben, paradoxalement, alors là, c'est le côté plus protecteur du rôle du père qui, je pense, se sent investi de quelque chose d'autre. Et la prise de conscience, elle passe, en tout cas nous, dans ce qu'on a constaté, très clairement par alors c'est un système de coude, comme au billard, mais ça passe vraiment par et si c'était ma fille. Voilà. Et du coup, il y a une vraie prise de conscience, ça devient insupportable.
Et après le MeToo, ça a été exactement ça qui a fait changer aussi le regard des hommes sur la question, parce que c'est pas tellement ça peut arriver à ma femme, mais ça peut arriver à ma fille. Quoi, ces viols, ces attaques dans la rue, ces agressions, ces trucs-là, c'est possible, ça peut arriver à ma fille. Sur le lieu du travail, on peut lui faire ça. Et ça a été très fort, ça, cette prise de conscience. Et c'est ça qui, effectivement, à un moment donné, a porté des fruits. Maintenant, il faut que les fruits mûrissent et qu'ils persévèrent. Mais en tout cas, ça a été une révolution, ça. J'aimerais aussi, alors vous laissez réagir par rapport à ce sujet-là, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce débat aussi, dans le sujet, c'est que j'ai toujours l'impression, dans ce genre de débat, qu'on parle des femmes en tant que victimes. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les femmes, elles sont extraordinairement créatrices, entreprenantes, elles ont des idées, elles n'ont pas la même sensibilité, ou en tout cas vraiment différente des hommes en règle générale. Donc est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'il y a une libération, j'allais dire, de cette créativité? Et est-ce que vous avez le sentiment dans votre parcours qu'aujourd'hui les femmes peuvent mieux s'exprimer à ce niveau-là aussi, et pas seulement en tant que victime, protégez-nous et Là, voilà. on n'a pas parlé en tant que victime, tu as remarqué. Oui, c'est vrai, D'accord. c'est vrai. Merci. Alors, je pense que l'être humain, de manière générale, est doué d'une grande capacité de création. Et je ne pense pas que les femmes soient plus créatives que les hommes. Ou le Ah non, j'ai contraire. pas dit ça. J'ai dit qu'au moins on les laisse s'exprimer dans leur créativité, elles aussi. En Voilà. fait, je pense que pour répondre à ça et en même temps réagir à ce qui vient d'être dit, je pense que le problème principal est qu'on n'écoute pas les femmes. C'est-à-dire, on les écoute un peu plus maintenant depuis MeToo, mais ce qu'on a dit pendant MeToo, c'est pas très nouveau de ce que disait le MLF dans les années 70. En fait, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que les femmes parlent de ces problématiques-là et qu'elles ne sont pas entendues. Qu'elles ne sont pas entendues ou qu'elles ne sont pas crues, c'est-à-dire ce principe de remettre de manière assez systématique la parole des femmes victimes en question, c'est un phénomène assez fréquent. On remarquera que c'est exactement la même chose pour les personnes racisées, c'est-à-dire que c'est très difficile en France d'avoir des personnes qui, par exemple, vont parler de violences policières racistes dont elles sont victimes et qu'on les écoute, en fait, et c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont... Je ne sais pas de quelle année date La haine, mais en fait, le film de Mathieu Kassovitz n'est pas nouveau et ça fait des années et des années qu'on le dit. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se faire entendre? Je pense pour moi que c'est vraiment ça. J'admire en fait les femmes qui sont dans ces combats-là depuis 50 ans parce que j'admire leur patience, leur sens de la pédagogie. Et je pense vraiment que on arrive à un stade où peut-être qu'il y a une plus grande écoute de ces personnes-là, notamment grâce aux réseaux sociaux, qui permet de plus être dans un système de représentation, disons, par quelques personnes importantes et connues, mais par une multiplicité. Donc peut-être que quand on a des milliers et des milliers et des milliers de femmes qui disent « nous avons vécu des violences sexuelles dans le cadre du travail, dans le cadre familial, etc. », peut-être que du coup, ça permet de moins remettre en question ces paroles-là parce qu'elles sont tellement nombreuses que ça serait compliqué d'avoir autant de personnes qui mentent à ce sujet. Mais je pense que la vraie question, elle est là. Elle est qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas? Mais pardonnez-moi, je vous interromps aussi parce que je reviens. Vous voyez, on en revient toujours au statut de femme victime. Mais parce qu'en fait, donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de faire remarquer, de faire entendre les femmes en tant que tous les postes qu'elles peuvent occuper. Encore une fois, vous voyez, on en revient. Moi, je vais peut-être prendre un exemple par rapport à une des plus belles rencontres du festival que j'ai pu avoir. C'est Adélaïde Bon, donc il y a 2 ans, victime violée étant petite, et qui a un parcours terrible, vraiment, mais qui termine le festival, donc elle témoigne de ça, et puis elle est devenue artiste, elle est devenue comédienne, et elle laisse exploser tout son talent. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans l'écoute que nous devons avoir, il me semble, des femmes, c'est aussi tout ce que vous êtes capable de faire et qu'on ne voit pas. Bien sûr, mais je pense qu'en fait, il y a aussi une erreur sur ce qu'on appelle être victime. C'est-à-dire que vous avez peut-être été victime de cambriolage. Enfin, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, ça fait juste de vous une cible d'une violence particulière, ce qui ne veut pas dire par ailleurs que
les personnes qui ont été victimes sont résumées à ce statut-là, et ça n'empêche pas que ça soit des personnes qui peuvent être fortes, qui peuvent être battantes, qui peuvent être ambitieuses. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Alors oui, on parle souvent des femmes en tant que victimes, déjà de un, parce que généralement, quand on parle d'elles en termes de puissance, c'est quelque chose qui effraie énormément, hein. On le remarquera que les femmes de pouvoir sont quelque chose d'assez effrayant de manière générale, et elles sont généralement les malvenues. On le voit, il suffit de regarder la télévision et Public Sénat pour bien se rendre compte qu'en fait, ces femmes-là sont moquées et harcelées de manière... Pas toutes, mais bon. Qui tiennent bien la route. Ouais, non, elles tiennent la route, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Nombre. On en arrive quand même au stade où on fait des bruits de poules pour se moquer de femmes à l'Assemblée. Enfin, moi, ça me semble... Voilà, il ne faut peut-être pas prendre les cas les pires. Il y a des jolis cas et il y a des choses qui sont très positives. Moi, je ne voudrais pas qu'on reste sur l'idée de victime par pitié, que ce débat ne tourne... Alors, on enlève ce mot. Je pense que, voilà, voilà, parce que c'est tout le contraire, quoi. Et tout à l'heure, je parlais de représentation des femmes à tous les niveaux. C'est par là qu'on change les choses, et la visibilité, et le respect, et l'estime. Et on ne parle plus ni de femme ni d'homme, on parle d'une personne dans son statut, dans sa fonction. Là, on ne va pas regarder si elle est une femme qui porte une jupe, si c'est un homme ou autre. On va juste regarder la personne, et on ne va pas juger en fonction de son sexe ou quoi que ce soit. Je crois il faut ressortir de ça et se dire que là, on doit arriver à être dans toutes les strates des décisions, je ne vais pas dire du pouvoir, ça ne me plaît pas ce mot de pouvoir tout seul, mais de décision, là où se passent les choses. Voilà. Moi, je voudrais juste compléter quelque chose par rapport à la question que vous aviez posée précédemment sur, j'allais dire, comment les hommes vivent ça. Donc, il y a cette explosion hein, sur laquelle ils ont compris un certain nombre de choses. Mais on est aussi sur une évolution de la société aujourd'hui qui fait une place différente aux hommes, et notamment à ce que doit être un homme. On parle beaucoup de la place des femmes en général, mais les attentes qui reposent aussi sur c'est quoi un homme aujourd'hui ont énormément évolué, et du coup il y a beaucoup d'hommes aussi qui se permettent d'exister en dehors des codes de l'hypervirilisation, c'est un peu ça le problème. Mais aujourd'hui ça a été extrêmement libérateur aussi, cette quête d'un meilleur équilibre dans le monde. C'est pas tant finalement un meilleur équilibre des sexes dont on parle, c'est un meilleur équilibre des représentations, des compétences, des postures, etc. Et aujourd'hui on a énormément d'hommes, alors ils sont pas encore dans les postes les plus importants parce qu'on n'arrive pas comme ça à un poste important, hein, on fait carrière en général, et encore beaucoup, les gens qui sont dans les plus hautes carrières sont des gens qui ont gravi les échelons, donc plutôt des gens vieillissants, clairement. Mais aujourd'hui, énormément de personnes plus jeunes, et notamment les femmes revendiquent une place, mais ces hommes qui ne sont pas des hommes tout-puissants et dans l'hypervirilisation, crédités par le système, prennent une place différente aussi, et ont des postures différentes, ont des attentes différentes. Je pars simplement, par exemple, regarder ce qui est en train de se passer là, sur l'évolution du congé pour les pères. Aujourd'hui, la raison pour laquelle ça marche si bien et qu'on est dans les jours qui viennent à 28 jours, on était à 11 jours hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on passe à 28 jours, c'est aussi parce que tous les pères, et ça c'est une nouveauté générationnelle, tous les pères ont pris les 11 jours. Moi, je me souviens de mon père à la naissance de ses enfants, donc en l'occurrence, moi parmi les autres, il ne s'est jamais arrêté, il n'a même pas pris 24 heures. Aujourd'hui, ils prennent tous les 11 jours. Donc, on évolue au fur et à mesure. Alors évidemment, le vrai partage du congé parental qui est possible depuis 2014, il est encore extrêmement marginal dans les pratiques. On a assez peu d'hommes qui s'arrêtent. Mais là aussi, il y a un énorme déficit de communication. Quand une femme est enceinte, elle sait qu'elle va s'arrêter, elle va immédiatement aux ressources humaines expliquer qu'elle va être enceinte et que donc il faut aménager l'organisation du service en lien avec son futur arrêt. Mais très peu d'entreprises ou très peu d'organisations, publiques comme privées, expliquent sur une campagne d'affichage, non pas aux femmes, mais aux parents et notamment aux hommes. Les femmes connaissent leurs droits. Les hommes, très peu. Il y a très peu de campagnes d'affichage en interne expliquant aux hommes qu'ils peuvent prendre un congé parental, alors pas forcément s'arrêter, pourquoi pas, mais pas forcément. Le congé parental, il est multiple pour les femmes comme pour les hommes. On peut tout à fait prendre un 90% pendant 3 mois. Et quand on explique ça aux hommes et aux futurs pères, ils disent « Mais pourquoi nous, on ne le dit jamais ? Pour moi, un congé parental, c'est m'arrêter. Moi, j'ai pas envie de m'arrêter.
Mais en vrai, la plupart des femmes, à part le temps nécessaire pour le corps, j'allais dire, mais après, la plupart des femmes sont en temps partiel, pas en arrêt total. Or, les hommes, si on leur explique pas leurs droits, ils ne les connaissent pas. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent, mais moi, si on me le disait, je serais tout à fait OK pour prendre un 90% pendant 6 mois. Donc, vous voyez, il y a cette évolution aussi de la société qui est majeure du côté des hommes aussi, et qui en acquiert un bénéfice, mais extraordinaire, et qui en profite clairement. Donc, l'évolution, elle va se faire ensemble, en fait. Quel monde nouveau pour les femmes, pour vous? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? À quoi vous aspirez? Mis à part l'écoute, on a compris, mais... C'est déjà beaucoup. Non, oui, bien sûr. Un monde où les femmes sont écoutées, c'est déjà beaucoup. Je pense que, comme tu disais, en fait, il y a vraiment cette nécessité de trouver une harmonie dans laquelle les personnes aujourd'hui minorisées et leurs paroles et leurs... C'est-à-dire, en fait, un monde où tout le monde soit pris en compte, un monde où tout le monde soit représenté. C'est difficile, en fait, de se rendre compte, d'accepter qu'aujourd'hui, encore, en 2020, on ait un remaniement d'une violence extrême pour les femmes, par exemple. En fait, c'est un monde où ces choses-là ne se passent pas. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas un monde nouveau pour les femmes, c'est un monde nouveau pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment en fait, je ne sais pas quoi vous répondre, tellement ça me semble très simple, ce qu'on demande de manière générale, c'est-à-dire un monde où on est écouté, où on essaye de se déconstruire aussi, c'est-à-dire que les hommes se déconstruisent, que l'ensemble de la société essaye de se déconstruire et de remettre en question les comportements qu'on a assimilés, non pas parce qu'on est une mauvaise personne, mais parce qu'on a grandi dans une société patriarcale qui pose question. Donc si je vous entends bien, le monde nouveau, Marie-Louise, il a commencé, en réalité, ce monde nouveau-là. Oui. Je disais aussi qu'on a une grande marge de progrès. Donc on l'a commencé, on va mettre les bouchées doubles peut-être. Peut-être qu'elles sont en train d'être mises. Moi aussi, je suis par moments optimiste parce que je vois des résultats. Et après, je me dis, bon, malgré tout, c'est encore un peu compliqué. Ça évolue pas forcément en profondeur. Mais tout ce qui a été dit là sur le après MeToo, l'expression plus libre, mais c'est pas encore définitif et il faudra y faire très attention et à continuer à le défendre parce que c'est essentiel. Vous voyez bien que si on est là, c'est aussi pour dire des choses positives, essentiellement. On n'est pas ni dans la victimisation, ni dans le truc ça va pas, etc. Il y a eu des progrès énormes avec la loi sur la parité, j'y reviens, les lois sur la parité, qui font une représentation différente. Il y a eu des progrès, et tu le dirais mieux que moi, dans le monde professionnel, rien que ce que tu nous as dit sur le porter à connaissance des droits des hommes. Ben, c'est bien de dire ça, les droits des hommes, on parle toujours des droits des femmes. Donc, les droits des hommes qui existent aussi, donc les faire connaître pour qu'ils puissent justement avancer dans un autre sens. C'est tout un travail qui est fait par la visibilité, par la présence des gens qui souhaitent ces changements, qui peuvent être des femmes ou des hommes, mais je pense que tant qu'il n'y a pas des femmes à ces postes-là, ce sera difficile. Comment un homme peut-il comprendre parfois comment vit une femme avec 2 enfants lorsqu'elle se retrouve toute seule, y compris peut-être avec un enfant handicapé? Ça, c'est la situation réaliste de la vie de tous les jours, qui n'est pas un phénomène unique. Hein. Et les personnes qui font des lois dans ce sens-là, s'il n'y a pas aussi des femmes derrière, comment ça peut être aussi bien compris? Je ne dis pas qu'un homme n'est pas capable de faire ça du tout, mais je pense qu'il faut cette mixité partout dans les décisions pour que toutes les situations soient bien vues, bien jugées. Si on ne sait pas de quoi on parle, ou si on est trop éloigné, ou si on est complètement à côté de la plaque, comme ça arrive, on voit parfois des lois, on se dit mais pourquoi ce règlement, pourquoi ce truc? Comment est-il possible qu'on ait pu pondre un truc pareil alors que c'est pas logique? Et peut-être que à une mixité dans les décisions, avant la parité, il y a la mixité, hein, il y a les deux, ça peut permettre de voir clair, peut-être de discuter mieux les grandes décisions qui vont jouer sur
sur la famille, sur la vie en société, sur l'éducation, tout ce qu'on disait dans le débat précédent. Tu connais la proportion à l'Assemblée nationale de femmes ? Je ne sais plus si c'est pas 38 maintenant. Ah oui, quand même. 38. D'accord. On est à 18. Ouais. Dans les commissions de loi, c'est vrai que le peu d'images que j'ai, c'est souvent des hommes. Je n'ai pas de vision de femmes dans les commissions des lois. À mon avis, ça doit être... Il y a la logique en nombre, et puis il y a aussi la logique en thématique. Les commissions, elles sont organisées de façon thématique. Là aussi, on le voit par exemple. Alors là, j'ai pas encore la composition des nouvelles équipes municipales pour parler en local, mais la loi sur la parité, elle s'est imposée là. Donc effectivement, les listes étaient paritaires. Pour autant, je vous invite à aller regarder si la composition, vous m'entendez toujours, si la composition des présidences, notamment au niveau des intercos. Les présidences des conseils sont-elles paritaires ? Qui a comme mandat, par exemple, l'économie et la finance ? Ou qui est aux affaires sociales ? Qui est à la famille ? Etc. Et évidemment qu'on ne pèse pas le même poids, je suis désolée de le dire, mais on ne pèse pas le même poids si on a comme mission sur son mandat les affaires sociales ou si on a les affaires financières. Donc c'est pas simplement une logique numéraire qu'il faut regarder, c'est aussi qui fait quoi et qu'est-ce qu'on pèse quand on prend telle mission et pas telle autre. C'est exactement ce qu'on retrouve dans l'organisation du travail. Vous prenez n'importe quelle organisation publique ou privée, aujourd'hui en France, elle est à peu près mixte. Maintenant, vous regardez comment fonctionnent les équipes et comment fonctionne l'organisation hiérarchique des choses. Oui, il y a un moment où qui décide pour tout le monde, c'est rarement une équipe paritaire. Voilà, le gouvernement, enfin, je peux le prendre en politique. Le gouvernement Macron, il est très clairement, mais comme les précédents, souvent affiché maintenant comme étant mixte, voire paritaire. Pour autant, l'équipe resserrée qui dirige au quotidien à ses côtés, on la voit rarement dans les médias. Je peux vous assurer que des quelques images qu'on a vues, elle n'est pas tellement paritaire. Ben c'est ça, il faut regarder les cabinets. Les thématiques. Ouais. Et ça, c'est toute notre société, notre culture. Et les femmes elles-mêmes vont dans ce sens-là. Nous aussi, on doit s'interroger. Après, il y a des affinités aussi, mais on doit aussi se poser cette question-là. Mais en même temps, c'est pas justement... Enfin, il faut que vous... On est là on essaie de décortiquer l'histoire des hiérarchies, en fait. Des hiérarchies et des décisions. Et où se prennent les décisions et qui décide de quoi. Donc, tant que les femmes ne sont pas partout égalité à égalité, à parité, à mixité, dans tous ces endroits où on décide de quelque chose, y compris de la nomination d'une personne, c'est important. Donc, cette personne-là va décider des ressources humaines de toute une boîte ou de l'avenir de toutes les familles. Enfin, voilà. Donc, c'est là aussi que ça doit se passer, sinon ça nous échappe. Et si les finances, si les ressources humaines sont toujours entre des mains, mettons, masculines essentiellement, les décisions qui sont prises, elles seront imprégnées. Donc, la meilleure ressource, c'est quand même les binômes, quoi. C'est la parité partout, c'est le partage. Le partage de ce pouvoir dont on parle, de ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de décider. Il faut absolument qu'à tous les stades, on arrive à intégrer pour pouvoir justement prendre des décisions qui soient ouvertes sur toutes les situations, des connaissances, de la vie de tous les jours. On ne décide pas de la vie des gens comme ça, de leur avenir, sans savoir comment ils vivent, sans savoir ce que ça veut dire d'élever des enfants, sans savoir ce que ça veut dire de tenir une boutique, sans savoir ce que ça veut dire d'avoir une entreprise. Il y a des gens qui décident comme ça, mais ils ne sont pas forcément au fait. Et là, la pluralité des points de vue, je trouve qu'elle serait intéressante. C'est ce qui doit nous guider. C'est pas juste pour dire les femmes, on va être plus nombreuses ou meilleures ou quoi. Non, on n'en est pas là du tout. Juste avoir une juste place, avoir le droit d'être partout. Gisèle Halimi, là, qui vient de mourir et qui est venue souvent au Festival du Livre, elle disait, elle m'a profondément marquée, moi, dans le Festival du Livre, j'invite toutes les femmes qui sont les mythes. Bon, maintenant, elle est décédée, elle avait 93 ans. Et elle disait choisir. Son truc, c'est choisir la vie des femmes, choisir, avoir la possibilité tout au long de sa vie de faire ce que l'on veut faire et pas d'avoir un choix dicté par tel ou tel ou tel, ou la société, ou la culture, ou le mari, ou le père, etc. Choisir, avoir le droit de choisir à tout instant et pour toutes les phases de sa vie. Ce mot de choisir, c'est la liberté, quoi. Et elle a mis ça en jeu jusqu'au bout avec une force extraordinaire, quoi, cette femme.
c'est une grosse perte. Hein. Moi, je voudrais juste vous, parce que j'y pense maintenant, mais vraiment vous interpeller aussi sur, du coup, ça a fait écho avec quelque chose que je voudrais vraiment vous faire passer. Tu parles des lois en parité, etc. Bon, on a ces lois aussi dans le cadre du travail qui arrivent de la même façon. Les écoles sont mixtes depuis très longtemps en France. Pour autant, on est sur une approche très différente de l'idée de prendre sa place quand on est une petite fille ou un petit garçon. Et ça se retrouve aussi dans le monde du travail où les femmes comme les hommes ont des appétences, il n'y a aucun souci sur le sujet. Mais on se retrouve encore très souvent aujourd'hui sur une espèce de posture très différenciée qui donne pas les mêmes chances en vrai. En droit, on les a. En vrai, on les a pas. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, moi j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps une femme qui me disait « Oui, mais moi, t'inquiète pas, hein, si on me le propose, j'y vais. » Non, mais ça marche pas comme ça, en fait. Si ça t'intéresse, ben, vas-y, dis que tu veux y aller et tu y vas. Tu n'attends pas qu'on te propose d'y aller. La place, elle se prend. Pas elle se donne, elle se prend. Et c'est une posture qui est tout à fait différente. Et il y a aussi un moment où, ça va faire écho, hein, le débat justement sur la place des femmes en première ligne pendant la pandémie, où on est revenu sur cette... D'un coup, alors c'est vrai qu'il n'y avait plus trop de sujets dans la presse, donc forcément on en a beaucoup parlé, hein. Mais vous voyez que tous ces articles où on s'est dit, mais finalement, est-ce que l'utilité, l'urgence de l'utilité en tant que métier, est-ce que ce ne sont pas les femmes finalement qui font... Voilà, est-ce qu'on ne peut pas repenser la place des femmes dans la société quand on a vu tous ces métiers qui étaient très très féminisés, hein, le corps hospitalier, les supermarchés, l'aide à la personne. D'un coup, ce sujet est arrivé. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, l'économie a repris dans un rythme plus classique. Ces sujets-là, on ne les voit plus. Ils ont complètement disparu. Ils ont eu de la place quand il n'y avait aucun autre sujet à traiter finalement. Aujourd'hui, on revient à l'organisation normale de la société. C'est plus un sujet. Souvenez-vous de la une du Parisien où on a au moins fait scandale, hein, c'est l'avantage par rapport à qui serait passé inaperçu il y a 5 ou 10 ans, où ils ont mis justement cette photo en une avec et le monde de demain point d'interrogation et on voyait 5 hommes. Mais aujourd'hui, c'est la thématique de ton festival, de tes rencontres maintenant, pardon, mais le monde de demain, clairement, si les femmes ne prennent pas une place différente, je suis désolée, ce sera le même que celui d'hier. Clairement. Juste un mot, après je te laisse la parole, parce que tu as plein de trucs de tours dans ton sac pour avancer, je crois, pour les femmes. J'ai cité Gisèle Halimi, là maintenant c'est Malala, que vous avez tous connu, que vous connaissez, Malala, la pakistanaise, qui d'ailleurs il y a un street artiste qui a fait son portrait sur un des murs de la ville. Malala, à 16 ans, elle disait aux jeunes filles, n'attends pas qu'on te donne la liberté, tu te lèves et tu la prends et tu te bats pour elle. N'attends pas qu'on vienne te la donner, n'attends pas qu'on vienne te donner un poste, tu y vas, tu le demandes, tu es capable, tu es compétente, tu le fais. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on doit prendre les choses et pas effectivement attendre qu'on vienne vous chercher. Ça, je pourrais vous donner des leçons, des expériences personnelles et c'est essentiel. Peut-être que tu as des tours. En effet, c'est une des missions de Clit Révolution, c'est-à-dire qu'on se rend compte de manière assez flagrante qu'un des problèmes qui revient essentiellement, c'est le sentiment de beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui ne se sentent pas légitimes. C'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas légitimes à postuler. Ça peut être à postuler à certains postes, ça peut être tout simplement à s'exprimer, ça peut être à taper du poing sur la table. Et c'est quelque chose qui est très drôle à constater parce qu'on se rend compte que généralement les hommes se sentent légitimes parfois un peu à tort et que peut-être que c'est pas les personnes les plus qualifiées pour prendre cette place-là. Et par contre, des femmes très qualifiées vont avoir du mal et vont toujours avoir l'impression qu'elles pourraient faire mieux et que donc c'est peut-être pas encore le moment. Et ça, je trouve ça hyper important justement, et c'est pour ça que dans Clit Révolution, tu parlais des collèges et des lycées. Dans le manuel d'activisme, en gros, l'idée, c'est d'offrir différentes méthodes pratiques pour agir et pouvoir s'engager de la manière qui nous est la plus simple. Et donc, on a aussi un chapitre qui est à destination des collégiennes et lycéennes sur tout simplement, en fait, comment est-ce qu'en te faisant élire délégué de classe,
Ce qui, mine de rien, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces périodes-là, mais en fait, c'est hyper flippant de se présenter aux élections de délégués de classe. Comment est-ce qu'en fait, on peut, par des moyens légaux, faire changer le règlement d'un collège ou d'un lycée, notamment en ce qui concerne, on en a beaucoup entendu parler dernièrement, les règlements vestimentaires différenciés pour les garçons et pour les filles. Et je trouve ça hyper important. Et puisque t'aimes bien les trucs un peu positifs, je peux être aussi très positive en disant que ce que je constate, c'est que les sujets égalité femmes-hommes, c'est des sujets sur lesquels s'investissent beaucoup plus les collégiennes et les lycéennes, et les collégiens et lycéens d'ailleurs, qu'avant. Enfin, en tout cas, moi, ma génération, il y a quelques dizaines d'années, quand j'étais au collège-lycée, je ne m'intéressais pas du tout à cette question. Et aujourd'hui, on voit des mobilisations étudiantes, on voit des occupations de fac, on voit des blocus de collèges et de lycées au nom de l'égalité femmes-hommes. Et je trouve ça assez réjouissant de voir que on entre dans une phase où en fait ces personnes-là, c'est des personnes qui sont quasiment nées avec MeToo, enfin qui dès leur éveil et dès la puberté ont grandi avec même juste la notion du consentement, la notion du droit que tu as sur ton corps et du fait que ton corps n'appartient à personne d'autre qu'à toi et c'est à toi de décider de qui peut le toucher ou pas. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que c'est ces personnes-là qu'on voit aujourd'hui en première ligne dans les manifestations féministes, mais aussi dans les manifestations écolo. Enfin, en fait, c'est dans les manifestations antiracistes. Et je trouve que cette prise de conscience à un âge aussi jeune, qui est, avec Sarah, on rigole tout le temps en disant que nous, à cet âge-là, le seul truc qui nous intéressait, c'était de décider sur quel type de texto on allait écrire à notre flirt du moment. Et ça pouvait nous prendre l'espace d'une journée de réfléchir à la rédaction de ce texto à l'époque où on avait des Nokia avec Snake dessus. Et c'est vrai qu'en fait, c'est réjouissant de voir qu'avec les réseaux sociaux, etc., on est arrivé à une ère où la conscience politique arrive beaucoup plus tôt et où peut-être que les jeunes femmes se sentent plus légitimes, plus rapidement et que peut-être qu'elles vont accélérer en fait, ce nouveau monde parce qu'elles ont moins de patience que nous, je pense. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et parce qu'il y a eu des modèles. Ma génération, la tienne aussi, un peu plus tard. Alors, on avait quoi comme modèle ? Président de la République, bon, on n'a toujours que des hommes, mais on imagine un jour une femme. Mais on a des modèles masculins, partout, quasiment. Donc, on a eu. Donc, comment une petite fille peut-elle se dire, tiens, un jour je serai ministre, ou je sais pas, ou je serai ceci ou cela, qu'on voit à la télé ou quoi. Tant qu'on voit que des hommes, on ne peut pas s'identifier, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il y a quand même cette évolution partout où justement on voit des visages féminins. Bon, on voit aussi des gros plateaux où il n'y a que des hommes. Moi, souvent, je me lève dans les réunions et je dis, il n'y a pas de femmes dans la salle, là, c'est pas possible. Ce plateau, il y a 50 élus et il y a 10 personnes sur la salle, c'est des hommes. Voilà, je crois qu'il faut tout le temps le dire parce que c'est une caricature, mais elle est encore là. Donc, on a des modèles et pour les petites filles et les petits garçons, voir une représentation mixte, c'est essentiel. Tant qu'on ne la voit pas, on ne peut pas imaginer, on dira toujours les hommes politiques. Voilà, donc il faut changer ça. Et ça passe par ce qu'on voit à la télé, je vais schématiser, au cinéma, à la télé, etc. C'est ça, qui c'est qui nous gouverne ? Qui c'est ? Voilà. Et regardez. Et là, une question que je vous pose, mais dans nos mythes, dans nos mythologies, est-ce que finalement la femme a une place ou c'est toujours l'homme qui a une place ? Je pense... Me venait à l'esprit le Père Noël, donc on n'a pas de Marianne, la République, tout ça, tous ces trucs en haut là. Ah oui, non, mais je parlais des mythes, ancestraux, ceux qu'on connaît bien. L'homme est toujours prédominant dans toutes les représentations qu'on a du monde et des légendes, etc. Benoît de Groult. C'est dommage d'inviter Marie-Joseph Bertini sur la place des mythes fondateurs dans les représentations qu'on a aujourd'hui. Oui, tu as raison. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, je voulais juste rebondir parce que quand tu as fait ton introduction, je me suis dit c'est très important. Tu parles des rôles modèles maintenant. Les rôles modèles, c'est fondamental, évidemment. Mais je vais faire écho avec quelque chose d'autre qui est fondamental, c'est la langue. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'on raconte souvent. Notamment, c'est vrai que les instituteurs et les institutrices
qui sont les premiers maillons finalement hein, sur l'apprentissage de la langue, sont très mal à l'aise et pour cause hein, sur cette histoire justement il y en a qui ont du mal à expliquer que le masculin l'emporte. Pour autant, il faut quand même maîtriser 2-3 règles de grammaire pour avoir une note correcte au bac, comme tu le disais, et avant. Et on parlait justement de ce fameux générique qu'on emploie souvent. Donc il y a les rôles modèles, puis il y a la façon dont on nomme les rôles modèles, dont on dit les choses. Et on faisait cette expérience encore, on l'a fait très souvent, mais on l'a refaite il n'y a pas longtemps, où en fait on travaillait sur les métiers avec les petits. Parce que c'est vrai qu'évidemment, quand vous repensez à de quoi vous rêviez quand vous étiez petit, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui font vraiment le métier dont ils rêvaient à 7 ou 8 ans. Mais malgré tout, on se façonne un imaginaire. Et donc on faisait découvrir des métiers pour les... évidemment, on expliquait que tous les métiers sont mixtes. Tous les métiers sont mixtes, évidemment. Et on commençait avec nous, on intervient avec les petits. Et là, en fait, c'était dans une école primaire. Et je faisais cette expérience, et notamment pour montrer à la maîtresse qui était là que oui, c'est pas anecdotique. J'ai fait une première expérience en lui disant, regardez, je vais poser une question. Puis vous allez voir, je poserai une autre question après. Donc j'ai posé une question. J'ai dit à tous les petits qui étaient là, évidemment, l'école était mixte, hein, il y a des petites filles et des petits garçons. Parmi les élèves, je dis, alors, qui rêverait d'être pompier ? Tous les petits garçons ont spontanément levé la main, parce que c'est un métier qui est super populaire chez les petits. Ils auront tous levé la main. Il n'y a pas une fille qui a levé les mains. J'ai regardé la maîtresse avec un sourire, je lui ai dit, expérience 2. Si je m'arrête là, après j'ai débriefé avec la maîtresse, mais je lui ai dit, expérience 2, deuxième question. Qui rêverait d'être pompière ? Toutes les petites filles ont levé la main. Allez, je ne dis pas qu'elles voulaient être pompières, peu importe, c'est populaire. Et elles ont capté ça comme les petits garçons qui ont fait la même chose à la précédente question. Ils ne veulent pas tous être pompiers, en vrai, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils savent très bien que c'est crédité d'une image positive. Et je lui ai dit, vous voyez à la maîtresse, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire à cette classe si on pose la première question ? Que pompier, c'est un truc pour les garçons. Les filles, elles entendent ça, les garçons aussi, ils entendent ça. Vous construisez une société qui n'est pas la même si vous ne posez pas la deuxième question. À la deuxième question, la classe entend que pompier, pompière, c'est pour tout le monde et que ça donne envie aux filles comme aux garçons. Vous voyez, c'est une anecdote, mais c'est très significatif. La langue, elle est fondamentale, c'est pas que les rôles modèles. Est-ce que tu veux être présidente de la République, hein, je veux dire. Alors, merci de me poser la question, Malou, parce que moi, du coup, j'allais dire, j'en fais mon métier. Je ne suis pas présidente de la République, mais moi, je passe, voilà, c'est mon métier. Je passe une partie de ma vie à faire que la société bouge à cet endroit-là. Toi, tu es élu, donc tu fais la même chose. Je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour que la société bouge dans le bon sens ? Voilà, le débat est ouvert. Ça fonctionne que comme ça en fait. Hein. La seule façon, il n'y a aucune fatalité. Hein. Ce sont nos postures individuelles qui changent le monde. Il n'y a que comme ça que ça marche. Ça a toujours marché comme ça. La part du colibri, vous savez, la part du colibri. Nous là, on en fait des choses. Hein. Et vous ? Alors, ne baissez pas tous les yeux. Je suis sûre qu'il y a plein d'idées. Voilà, il y a des doigts. Voilà. Attendez, on vous amène le micro. Vous amène le micro. Il arrive. Oui, c'est bien, on entend. Moi, on t'entend très bien. Bien, moi, je voudrais intervenir sur le plan linguistique. Si je dis j'ai rencontré une belle personne, quelle est votre image mentale ? Moi, je suis pas neutre, j'en ai pas, mais je suis pas neutre. Bon, donc on n'en a pas. Mais c'était, par exemple, cette belle personne, c'était Monsieur Dupont. Enlevez votre masque, moi je ne vous ai pas comprise, excusez-moi, je dois être sourde. Cette belle personne, c'était Monsieur Dupont. Si je dis c'est un être formidable, eh bien c'est Madame Dupont. Donc moi je ne pense pas qu'il existe de sexe. Le sexe linguistique n'est pas le même que le sexe naturel. Donc déjà, je pose la question, et ensuite je voulais parler de l'écriture. C'est un peu fort, hein. Okay. Je voulais parler de l'écriture inclusive. Voilà, elle est illisible et imprononçable. Si je lis un texte en écriture inclusive, mon cerveau va reconstituer le texte. On sait, on l'a fait avec des textes portant des coquilles. Donc, il va supprimer la ponctuation parasite et je vais lire un texte au féminin. Et dans le pire des cas aussi, s'il y a la marque du pluriel au féminin pluriel. Mais c'est génial. Non, c'est pas génial. C'est une paresse, je trouve, mentale. Et je pense que c'est un faux débat. Voilà, j'aimerais avoir d'autres
position sur ce point. Mon métier, c'est aussi le langage, en fait, puisque je suis lectrice-correctrice, donc on a beaucoup réfléchi à la féminisation des noms de métiers, y compris dans l'armée, y compris partout. On ne met plus du même auteur en page 4 en littérature, on essaye de mettre le nom de la personne, de un tel ou une telle, chez tel, et on met le nom de la maison d'édition. Avant, c'était figé du même auteur chez le même éditeur, par exemple. Donc tout ça, ce sont des... Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est sur le plan linguistique. Moi, sur l'écriture inclusive, parce que je la défends dans ses limites. Je la défends parce que c'est un pas en avant pour faire exister le féminin. Alors quand vous dites l'écriture, ça s'écrit, ça se lit aussi, et quand on lit, c'est différent de ce qu'on va voir écrit. Quand on voit écrit, si je vous dis les invités du festival, comme j'écris toujours dans mes trucs, je mets toujours e.e.s. Si je veux le mettre... voilà. Donc ça fait pour le pluriel. Mais ça veut dire que dans mon e.e.s, je fais exister les invités femmes. Si je mets les invités ES, qu'est-ce que vous pensez? Bon, qu'est-ce qu'on pense? On va globalement du masculin. Il ne faut pas se cacher ça. Je veux dire, il faut faire avancer cette réflexion dans tous les sens du terme pour que, sinon, le féminin n'existe pas. On pourrait déjà dire, en l'écrivant, les invités ES et les invités EES, aussi, si on veut le alors, dire. là, je suis aussi d'accord avec vous. J'ai des deux formules. C'est selon comment je veux écrire, la place que j'ai, etc. Mais parfois, c'est bien de dire juste e.e.s. Ça ne fait pas l'unanimité, mais ça vous fait réfléchir, ça me fait réfléchir, ça nous fait réfléchir. Donc, comment on marque le féminin dans l'écriture? Oui, voilà. Mais c'est imprononçable, donc on retombe sur le voilà, même mais problème. déjà, si on le voit écrit, on réfléchit. Vous voyez, c'est déjà pas de... Vous savez, moi, je suis pédagogue aussi, et je me dis... On n'est pas obligé de faire la révolution en une seule fois, bon. Non. Mais on le fait par des pas différents. Et ça naît un petit. Après, j'écris jamais tout un texte en écriture inclusive. C'est très difficile. Moi, je mets quelques mots qui font juste tilt sur le fait qu'il y a des hommes et des femmes. Voilà. Alors, moi, je voudrais juste mettre un tout petit bémol à ça, parce que c'est cette écriture inclusive en fait qui cristallise tous les problèmes, parce qu'objectivement, on a beaucoup travaillé justement à la formation de l'écriture journalistique. Parce que la façon dont on traite les médias et dont on raconte le monde, ça a un impact, c'est très, très clair, ça a un impact. Pour autant, le point E.E.S, en plus, si on dit les invités on n'est pas, sont venus .E.S et ont rencontré, et c'est insupportable. Voilà. Donc même moi qui dis il faut penser inclusif, il ne faut pas écrire inclusif. Voilà. Il faut penser pour pouvoir écrire. Mais si on a juste la clé d'entrée de « il faut écrire », là, pour le coup, les textes, ils deviennent très pénibles, même pour les gens qui les écrivent. Hein. Les lecteurs et les lectrices, c'est un cauchemar, mais même pour ceux qui écrivent. Mais nous, du coup, là, c'est important parce que malgré tout, c'est pas anecdotique. Et la langue représente ou pas. Et quand on dit, on a une petite expérience toute simple, hein, sur notamment, alors là, on est en plein cœur du sujet, donc c'est biaisé. Mais quand vous demandez, par exemple, dans une classe, en disant « citez-moi des sportifs célèbres », sportifs génériques, masculins génériques, c'est que des hommes qui sortent. C'est pas par hasard, si vous dites des sportifs, on pense pas aux femmes. Alors oui, peut-être en 7e ou 8e position, on va finir par en trouver, hein. Mais spontanément, on n'y est pas. Et du coup, moi juste, je vous invite, hein, parce que pour le coup, Alter Ego vient de terminer un MOOC sur justement comment écrire sans stéréotype de sexe. Ce MOOC, il est financé par le ministère à l'égalité entre les femmes et les hommes, et il est porté pour l'instant par l'université Nice-Côte d'Azur. Donc il va être proposé à tous les étudiantes et étudiantes en filière communication, tout type de com, à la rentrée là, dans les semaines qui viennent. Et il a vocation à s'étendre à la France entière. Mais c'est fondamental. Voilà. Mais il ne faut pas le faire de façon... la césure est trop difficile. Il faut penser différemment pour raconter le monde de façon à ce que tout le monde y ait une place. En tout cas, pompier-pompière, sportif-sportive, c'était clair. Voilà. On est d'accord. Mais la bouchère, par exemple, c'est un problème. Mon boucher avait pris une jeune femme pour travailler avec lui. Mettez bien en le général, micro devant votre bouche, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas bien. oui, avait pris une jeune femme au chômage pour travailler avec lui. Il lui avait appris le métier. Or, en général, la bouchère, c'est la dame qui tient la caisse. Et c'est la femme du boucher. Et il y a très peu de bouchères qui en ont fait leur métier, en fait.
qui tiennent une boucherie, par exemple. C'était son cas. Voilà. Oh, il y a plein de- C'est plein de assez cas comme ça, exceptionnel. Voilà. La mairesse aussi, c'est la femme du maire à l'époque. Oui, mais maintenant on dit la mère. Oui. Il y avait d'autres questions je Oui, crois. derrière. Derrière, il y a une question. 2 questions. Merci aux étudiants et aux étudiantes de l'IUT d'être nous aider. Juste, j'en profite que le Covid soit passé au féminin. Non, peut-être que Si, ça moi, n'a ça rien m'a Ah, fait si, drôle. Je le dis toujours au masculin, d'ailleurs. à voir. D'accord, bon, ok. Ça ne vous échappera pas que c'est le seul mot en anglais qui est féminin. C'est extraordinaire. Bon, merci beaucoup. Oui, mais on n'a pas mesdames. traduit. On dit pas une t-shirt et pourtant c'est une chemise à manches courtes. On a une Allez-y, langue madame. spéciale. Alors, il y a une Merci question. beaucoup, mesdames. Je suis ravie de vous entendre parler. Et, Qui parle? Ah oui, c'est toi. moi. Alors, c'est Zouli. Voilà. Et en fait, en vous écoutant parler, je me dis que c'est vrai que les femmes, souvent, on passe pour des victimes. Et très, très souvent, comment dire, on n'est peut-être pas victime, mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai compris que tout venait aussi de l'éducation. Je suis sûre que derrière chaque femme qui a la possibilité de faire des choses, comme vous le dites, vous là, vous trois, je suis sûre qu'il y a des mères derrière qui vous ont donné cette force. Il n'y a pas que l'école, il y a aussi les parents, l'entourage. Et moi, je suis persuadée, je peux vous donner l'exemple. Mon exemple à moi, c'est que quand j'étais petite, moi, ma mère, elle me disait automatiquement, et sans parler aucune langue, fais la chambre de tes frères. Et donc, si vous voulez, je faisais la chambre de mes frères, mais sans rien comprendre. Et je pense que ce sont ces choses-là qui font qu'à un moment donné, on ne se sent plus légitime. Et je me suis promis de faire la vaisselle, éplucher les pommes de terre à mes fils, pour justement, pour pas qu'ils tombent dans le même panneau que ma mère. Ça, c'est un truc que j'ai très très mal vécu, par exemple. Il y a ton mari aussi, du coup. Oui, bien sûr. Parce que si vous Non, mais je voulez... dis ça parce que... Non, mais parce que si vous voulez, j'aurais aimé faire beaucoup plus de choses que ça. Et par contre, je n'ai pas eu la force. Et la force ne vient pas par hasard. Je suis sûre que derrière chaque femme qui se lance, qui se bat et qui a envie de prendre sa vie en main, son destin, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui a été transmis à la base. Ouais, c'est tout Ça à ne vient fait pas juste. tout seul. C'est tout à fait juste, et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les milieux féministes, mais de l'importance dont on parle aux enfants. C'est-à-dire que souvent, par exemple, les compliments qu'on va faire à une petite fille, c'est qu'elle est jolie, elle est mignonne, elle fait bien son coloriage, et le petit garçon, il est fort, il est courageux, il pleure pas. Et en fait, mais même moi, hein, je peux avoir ce réflexe, et je trouve ça hyper important de faire vraiment attention à comment est-ce qu'on parle aux enfants. Et comment est-ce qu'on va aussi dire aux petits garçons qu'ils sont jolis, ils sont mignons, c'est bien quand ils sont calmes, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien d'être courageux, c'est bien d'être courageux aussi, mais c'est bien aussi de dire aux petites filles qu'elles sont fortes, qu'elles peuvent être ambitieuses, etc. Et je pense que c'est des réflexes, c'est vraiment cette éducation. On a une éducation, qu'on le veuille ou non, avec des stéréotypes de genre, dans lesquels on va ériger des qualités différentes pour les garçons et pour les filles. Et donc, ça donne des adolescentes qui, comme moi, quand j'étais adolescente, ont été très préoccupées par leur apparence physique et par le fait de plaire aux autres, alors que peut-être que les garçons ont moins besoin de plaire aux autres parce que eux, ce qui compte, c'est qu'ils soient les meilleurs et qu'ils soient les plus forts, etc. Et je pense qu'on gagnerait à équilibrer ça, à dire qu'être sensible et dans l'empathie, c'est aussi bien de le faire quand on est un garçon, et que être courageuse et encaisser, c'est aussi bien quand on est une fille. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve même dans la manière dont on voit les maîtresses parlent à leurs élèves. En fait, c'est pas juste les parents, en fait. C'est évidemment les parents, mais c'est les copains et les copines des parents, les amis, c'est tes grands-parents, et c'est du coup quelque chose qu'on va te répéter.
jusqu'à ce que en fait, tu penses que ta qualité principale, c'est d'être belle ou jolie. Ces blocages, excusez-moi, toujours une question naïve, mais c'est pas exclusivement pour les femmes. Enfin, moi, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu moi étant enfant, garçon, en Seine-Saint-Denis, milieu très simple. On m'a d'emblée dit, faut pas que tu fasses la fac, rêve pas, tu n'y arriveras jamais. Issu de Seine-Saint-Denis. Et quand je suis arrivé en première année de droit, un des profs m'a dit, vous venez de Seine-Saint-Denis, c'est même pas la peine d'essayer d'aller plus loin. Voilà, donc on a toujours pour le coup, c'est pas tant l'éducation genrée que un problème de classe sociale aussi et de milieu social. Et je suis complètement d'accord que ce plafond de verre, on peut le retrouver en fonction de d'où on est issu. Je pense aussi aux enfants en situation de handicap, où très vite on va leur dire, on va les cantonner à leur handicap et on va pas leur donner le moindre espoir. C'est l'ouverture qui manque en tout, quoi. C'est tout. Et quand on est une petite fille ou un petit garçon, on doit pouvoir se réaliser comme on est, comme on a envie d'être, et sans qu'on soit formaté inconsciemment par les parents, le monde qui nous entoure, les enseignants. Je pense que dans les formations, je ne sais même plus s'il y en a encore, dans les formations d'enseignants et d'enseignantes, il manque quelque chose sur cette question de l'égalité. Parce qu'on est né en 2020, on entend encore ces discours-là, ces façons de s'adresser aux petites filles différemment qu'aux garçons. C'est extraordinaire. Dans une classe mixte, on doit faire fi de tout ça. On s'adresse à des enfants qui sont là indifféremment et on leur... C'est ça qu'il faut faire bouger, sinon on sera dans des schémas, toujours dans des tabous, dans des stéréotypes. Et ça, il y a des déblocages, il y a des choses qui se passent. Le travail que fait Alter Ego, il est essentiel. Après, vous allez voir une table de presse où il y a toutes sortes de choses que vous pourrez regarder avec intérêt. Et le livre aussi. Mais vraiment, c'est la mentalité. La première question, c'était est-ce que les mentalités changent ? Elles doivent changer dans tout ça. Mais c'est chacun de nous, là, chacune et chacun de nous doit faire son pas dans ce sens-là, si vous le souhaitez. J'ai vu qu'il y avait... Pardon, excusez-moi Eric, Non, juste, et puis, je ne sais pas si ça existe encore, mais au collège, toujours en Seine-Saint-Denis, travaux pratiques, la classe se divisait en deux, les garçons partaient aux travaux manuels et les filles partaient en cuisine, je ne sais pas quoi. Oui, en couture, ou je ne sais pas quoi. Oui. Ça, je me suis toujours rébellée comme ça, mon Dieu. Ça n'existe plus, j'espère. Enfin, moi, je n'ai pas eu ça. Mais par contre, juste sur le point des écoles, sur l'histoire des écoles, il y a aussi un truc que j'aimerais mettre en lumière parce que c'est quelque chose, avec le recul, je me dis c'est vrai que c'est bizarre qu'on l'ait traité comme ça. C'est typiquement une situation très classique en maternelle, en CP, en primaire, etc. Des garçons qui soulèvent les jupes des filles. Et où c'est quelque chose qui va être traité comme des garçons qui vont se bagarrer, enfin, comme quelque chose de pas grave. Et en fait, je trouve ça grave de se dire, en fait, aujourd'hui, à la lumière de MeToo, on ne va pas aller expliquer aux garçons et aux filles en fait, non, tu ne touches pas, on ne soulève pas une jupe d'une fille, et tu sais que si tu étais un peu plus grand, on appellerait ça une agression sexuelle, et c'est puni par la loi. Et en fait, ce truc-là, ça reste aussi de... J'ai l'impression qu'il y a un vrai manque de sensibilisation, comme tu disais, sur les questions féministes, mais aussi sur ce que tu as le droit de faire à l'autre et les droits que tu peux t'arroger, de te donner sur autrui. Et je pense que c'est hyper important, en fait, dès le début, d'apprendre aux enfants le consentement et le principe de personne n'a le droit de te toucher si tu n'es pas d'accord. En fait, si tu dis non, c'est non, et tu n'as pas le droit de toucher une petite fille si elle te dit non, et tu n'as pas le droit de toucher un petit garçon s'il te dit non. Et je trouve que c'est hyper important, en fait, d'avoir un travail de fond là-dessus, et dès la maternelle. Il y avait une dame, madame. Avant de vous donner juste la parole, juste 2 secondes, une toute petite précision là-dessus. Il n'y a pas que la formation des enseignants et des enseignantes qui est déficitaire sur les problématiques de genre. En France, dans aucune formation, on commence un tout petit peu en sociaux, mais aucune autre formation n'intègre cette problématique-là qui est majeure pourtant dans la société française. Donc c'est vraiment, on est au cœur de quelque chose qu'il faut changer dans les cursus d'enseignement. On a fait avec l'université de Nice, là, juste on a regardé, en fait, parce que vous savez, les fameuses inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. On se disait, mais où... Bon, on sait que la maternité, etc., c'est un effet cumulé de plein de choses, mais on a regardé où ça démarre. Donc on a regardé à Nice comment ça se passe, toutes filières confondues en bac+5, on les a toutes prises. Et on s'est aperçu, en fait, qu'au premier emploi,
il y a déjà un écart de salaire, donc imaginez après ça va aller en s'accentuant évidemment, il y a déjà un écart de salaire selon les filières entre 8 et 15%. Simplement sur la façon dont les filles et les garçons négocient leur premier salaire. Ils ont le même niveau de diplôme, ils n'ont qu'une expérience, donc rien n'est négociable en fait, à part les représentations et ce qu'ils vont demander en entretien. Il y a déjà la façon dont les filles et les garçons évaluent ce qu'ils et elles valent, il y a déjà un écart à cet endroit-là. Alors que si les filles, comme dans d'autres pays européens, et les garçons avaient connaissance de ça dans le cadre de leur cursus, c'est évident que les filles et les garçons se négocieraient différemment au premier salaire. Déjà, ça résorberait ce premier écart qui est mécaniquement porté, non pas par les employeurs, mais bien par les personnes individuelles. Alors, ce que je voulais dire, c'était... Je suis là. Pardon. Moi, je voulais reparler aussi du poids de l'éducation. En fait, je rejoins un peu ce que disait la dame, c'est-à-dire que moi, pareil, on est éduqué en tant que parents d'une certaine manière qui nous a limités ou qui nous limite. Donc, on s'instruit, on est au courant qu'il faut évoluer, donc on évolue. Moi, j'ai 2 filles, donc c'est vrai que c'est elles qui, des fois, qui me disent alors là, quand même, non, on va pas se laisser faire. Je dis, oui, tu as raison, parce que je les ai certainement éduquées d'une manière différente que la manière dont j'ai moi-même été éduquée, ou donc moi-même je me suis limitée certainement sur certaines choses. Mais par exemple, j'ai une grande ado qui est quand même intéressée à réussir socialement et aussi à sa manière de s'habiller et de se pomponner, etc. Et c'est vrai que moi, mon réflexe premier est toujours de dire bon, là, tu fais quand même attention, tu sors ce soir, s'il te plaît, tu fais attention à ta tenue. Et la réaction de ma plus jeune me dit mais alors, elle peut pas s'habiller comme elle veut, c'est une fille, elle a pas. Alors, c'est pas elle de ses. Et alors, si elle se fait agresser, on va dire que c'est sa faute parce que sa jupe était trop courte. Ça va pas, non. Alors j'ai ma fille qui se rebelle en train de me dire mais pas question, je m'habille comme je veux, je suis une jeune fille, on n'a pas de droit de. Et elle a raison. Et en même temps, moi, je suis une maman, je dis oui, bon, ok, t'as tout à fait raison, donc je vais t'apprendre à te défendre si jamais voilà. Mais en même temps, quand même, mets pas le top croc, mets celui d'en dessous. Mais voilà. Alors, je suis partagée entre le côté, je suis une femme, je suis une battante, j'ai envie que mes filles soient dans un monde un peu plus égalitaire. Donc, la manière dont je les éduque, effectivement, est fondamentale. La manière dont elles perçoivent leur environnement et comment on leur dit. Donc là, il y a des maîtresses, il y a tout le monde qui a son rôle à jouer. Moi aussi, j'ai mon rôle à jouer. Je me dis, mais moi, comment je fais en tant que maman de dire à ma fille, bon, fais gaffe quand même. Alors là, c'est le côté et la rébellion de ma fille qui a donc bien compris que les femmes étaient égales des hommes et que en ce sens, elles ne devaient pas se sentir victimes dès le départ. Mais pour autant, comment faire ? Tout à fait. C'est la liberté là dont vous parlez. Exactement, c'est ça, la liberté. Alors bon, ma fille pour autant ne s'habille pas totalement très 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 court, mais c'est vrai que moi en tant que maman, j'ai toujours le regard de dire peut-être un peu moins haut, peut-être un peu plus bas. Enfin voilà. Bon. La question de la tenue vestimentaire, par exemple, est en pleine dans le sujet de l'école aujourd'hui, et on a eu des discussions très intéressantes dans les CA de collège, etc., où la question a été posée par les parents, par les élèves. Comment ils voyaient ça, etc. Il y a eu des discussions, du coup. Ça a au moins donné lieu à des discussions qui n'avaient jamais eu lieu, parce qu'il y avait un règlement qui était écrit d'une manière ou d'une autre. Là, il y a eu discussion, et la discussion était intéressante. Et du coup, ça a fait débattre. Alors, il faut toujours prendre le bon, là où c'est compliqué. Mais là, il y a eu du bon, c'est de débattre là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours la question vestimentaire dans les écoles du côté des filles et pas du côté des garçons ? Exactement. Ouais. Moi, je pense que vos filles, elles ont bien raison de s'habiller comme elles veulent. Et je pense que ce qui est désolant, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'en fait, ce débat porte systématiquement sur les tenues des femmes, que ça soit le crop top ou le voile. À chaque fois, c'est aux femmes les femmes qui cristallisent le débat. Et en même temps, je comprends complètement cette peur qu'on peut avoir pour ses enfants. Je comprends tout à fait la peur qu'on peut avoir quand c'est nos propres enfants, parce que moi-même, je n'ai pas d'enfants, mais je peux concevoir que je ne serais pas tout à fait sereine d'avoir des filles. Et en même temps, il me semble que la tenue ne change pas grand-chose au risque d'agression. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit, il y a eu plusieurs d'ailleurs travaux assez intéressants, des expositions, etc., de femmes qui montrent la tenue qu'elles portaient au moment où elles ont été agressées ou harcelées, etc. Et en fait,
hélas, parce que je dis hélas dans le sens où sinon on aurait une solution assez rapide pour se protéger, ça change pas grand-chose. Je pense que c'est assez chouette et réjouissant de voir des filles qui justement n'ont pas peur de continuer à s'habiller comme elles le veulent, bien que c'est sûr que ça leur attire parfois des problèmes. Et je pense aussi que peut-être que si on s'habille un peu tout le temps comme on le souhaite, peut-être que les hommes s'habitueraient aussi au fait qu'on a un corps et qui ressemble à ça. Et que... Donc moi, je pense que je comprends complètement cette peur, je comprends cette crainte, et en même temps, je ne peux qu'encourager je ne peux qu'encourager le fait de s'habiller comme on veut. Et par contre, en effet, une des solutions, c'est ça, c'est apprendre à se défendre. Apprendre à se défendre, il y a plein de cours de self-défense qui existent. Il y a aussi la self-défense verbale, tout simplement, de comment est-ce que je réagis en cas de harcèlement de rue, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, pour le coup, toutes les femmes devraient apprendre à faire, parce que ça libère d'un poids, et on se sent moins démunis, et on se retrouve moins dans un état de sidération quand on a une agression, même juste simplement verbale, dans l'espace public. Mais je pense que c'est important de réinvestir l'espace public, et justement de dire en fait on est là et on continue, on est là pour occuper l'espace. On le sait, hein, il y a plein de géographes qui ont fait des études là-dessus. Les femmes en France, dans les villes de France, se déplacent d'un point A à un point B. Donc celles qu'on va retrouver dans la rue, en fait, elles sont là pour une mission très particulière, qui est d'aller au travail chez quelqu'un, faire des courses. Alors qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont là juste comme ça, c'est-à-dire qui stagnent et qui sont dans la rue, qui sont dans un banc, comme par exemple en Italie, nous on a beaucoup ça. On a les petites mamies et les petits papis qui sont dans la rue et qui sont assis sur un banc et qui discutent. Et ça, c'est quelque chose qui dit qu'en fait, on est sur un terrain masculin. C'est-à-dire, voilà, nos rues, elles portent des noms d'hommes. Elles ont des statues d'hommes, sauf quand c'est la Marianne et qu'elle a un sein nu, mais on sait très bien que la Marianne n'existe pas, c'est une allégorie. Et en fait, je trouve ça important aussi de se réapproprier cet espace. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le mouvement des colleuses. Je ne sais pas si vous en avez dans la région, mais il me semble qu'il y en a peut-être à Cannes ou à Nice. Mais c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce mouvement-là, parce que c'est des femmes qui décident de réinvestir les rues. Et en plus, elles font ça la nuit. Donc je trouve que ça a une symbolique et une puissance assez forte. Et donc pour toutes celles qui ont un peu du mal avec l'espace public, je vous invite vraiment à rejoindre des mouvements de colleuses, parce que on a une approche très différente de la rue et de l'espace public. Quand on a été collé des murs, désolée, je sais que c'est pas légal, mais je le dis, voilà, ça s'en va à l'eau. Ce ne sera pas à répéter, non. Voilà. En tout cas, la question de la liberté, là, parce qu'on est tous dans cette réflexion de jusqu'où, etc. Mais je crois qu'il faut faire attention à toute régression sur les libertés. On a déjà du mal à les conquérir, donc à un moment donné, il ne faut pas en perdre, quoi. Mais après, la question se pose en tant que parent, en tant que tout. Je compatis, je comprends, et on est tous... moi, j'ai eu qu'un fils, donc ça ne s'est pas posé, mais je comprends. Mais c'est une liberté, et votre fille la revendique comme une liberté. Donc, ça se pose dans ce sens-là aussi. Donc, après, ça peut être une réflexion familiale sur le sujet, etc., comme on a vu dans les établissements scolaires, et c'était passionnant. Mais attention de ne pas faire une régression sur les libertés qui ont pu être conquises. Ça ne veut pas dire que porter une jupe, c'est une mini-jupe ou une jupe, c'est une liberté. C'en est une, mais c'est peut-être pas l'essentiel, mais ça fait partie quand même des petites choses. Hein. Il y a assez peu de garçons à l'époque où les baggy étaient à la mode, qui se sont fait rappeler par leurs parents en disant « Sors pas comme ça, mon chéri, tu vas te faire violer ». Tiens. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui, je me permets juste de rebondir dans cette question, parce que moi j'ai 2 filles aussi qui sont assez petites encore. Mais juste pour dire, je pense que c'est très important pour les parents des garçons d'insister aussi sur le fait qu'ils n'ont pas un droit sur les corps des femmes. Et je pense que c'est quelque chose qui c'est très important. Et pour poser ma question, c'était plutôt dans le fait qu'au niveau sociétaire, on va dire, on a tendance justement à
à vouloir pas juste des hommes au pouvoir, mais aussi des attitudes qu'on juge masculines au pouvoir, au détriment justement des attitudes qui sont féminines. Donc les femmes inclus, mais aussi au niveau justement ce que vous parlez tout à l'heure, l'empathie, l'écoute. Et je pense qu'avec la crise du coronavirus, on voit quand même que les femmes au pouvoir qui ont utilisé ces qualités d'empathie, d'écoute, de confiance, de déléguer aux experts, de gérer la crise comme il fallait, ils ont eu beaucoup plus de succès que les pays avec les Bolsonaro, les Trump au pouvoir. Donc, juste une petite réaction sur ça. Merci. Oui, au soleil, la chanceuse. Juste, vous parliez, ça marche ça ? Oui. Vous parliez tout à l'heure des écarts de salaire. Moi, je suis sage-femme et ça, pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'on est une profession majoritairement de femmes qui s'occupent des femmes et du coup, c'est une profession qui n'existe pas. C'est-à-dire que pendant le coronavirus, quand ils ont fait les listings à rallonge de tous les gens qui avaient participé, les sages-femmes n'y étaient pas. Quand ils ont fait les distributions de masques, ils ont oublié les sages-femmes. Quand ils ont fait le Ségur de la santé, ils ont oublié les sages-femmes. Ils ont fait les revalorisations de salaire. On a été calés avec les paramédicaux qui nettoient par terre. Alors, enfin, pas pour dénigrer leur travail, mais c'est-à-dire que les médecins ont été revalorisés de façon phénoménale et nous... Et là, c'est même pas une histoire de négocier son salaire à l'entrée, c'est on est des femmes et donc on est payé 1006 à l'entrée, on est payé moins que des infirmiers anesthésistes. Mais rassurez-vous, ça va venir parce que maintenant il y a des hommes qui sont sages hommes ou sages femmes, je sais pas. Donc ça sera reconnu, vous allez voir. Ça a été le cas quand c'était le cursus commun avec médecine, mais c'est de nouveau plus le cas. Donc là, les sages hommes, il y en aura plus beaucoup, je pense, dans le futur. Non, mais c'est une boutade. Sérieux, on dit sage-homme ? Ah non, surtout pas. Surtout pas. Si, bien sûr, vous pouvez dire sage-homme, mais sage-homme, ça signifie la société a beaucoup évolué et que les hommes accouchent. Et qui sont sages. J'en profite juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, parce que c'est aussi important, on parle du monde de demain et la place des femmes dans le monde de demain. N'oubliez pas aussi que qui négocie l'évolution des grilles et des classifications salariales sont principalement les organisations syndicales, composées à 75% d'hommes. Mais là aussi, c'est encore une fois, c'est pas une fatalité, hein, ce sont des élections. Les élections permettent un accès démocratique à peu près à tout le monde. Or, c'est pas que les femmes sont évincées de ces endroits-là, c'est qu'elles se présentent beaucoup moins. Alors, ça interroge la charge mentale, on peut interroger beaucoup de choses sur le sujet, mais plus on investit la sphère personnelle en disant « j'ai pas le temps », moins on est présente après, et plus on laisse les gens décider pour nous. Et en l'occurrence, oui, si les corps qui décident sont composés à 60, 75, 80, 90% d'hommes, c'est aussi parce que l'organisation sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui fonctionne comme ça. Mais c'est pas tellement que les femmes n'ont pas accès à ces endroits-là, c'est qu'elles s'en tiennent à distance. C'est important aussi de l'entendre. Hein. À plein d'endroits, on a la possibilité d'organiser le monde différemment. On le laisse être tel qu'il est. Voilà, posons-nous tous et toute la question, à quel moment est-ce que je n'ai pas fait ce pas en avant pour participer à tel truc, à tel conseil d'administration, à tel organisme syndical, à tel comité de quartier ou je ne sais quoi, à tous les niveaux. À quel moment est-ce que on s'est dit, ah ben là je ne vais pas avoir le temps, parce que les enfants, le machin, le truc, là je ne vais pas avoir le temps, je laisse faire, je passe mon tour, et puis on passe tous les tours, et puis finalement c'est vrai que du coup on n'agit pas dans la société, pas assez. Donc c'est vrai que c'est partout. C'est pas que d'être présidente de la République. Je veux dire, c'est d'être présente, d'avoir une action partout où on peut l'avoir. Voilà. Et exister et faire entendre un autre point de vue, une autre vision peut-être de la société ou pas, mais d'y être. Voilà. Et là où se décident les choses. Et ce pas en avant ou ce pas en arrière. Je dis ça en pensant à Riyad Satouf, par exemple, qui s'est retiré du festival d'Angoulême où il avait gagné le Grand Prix parce que pour protester contre le fait qu'il n'y avait aucune BDiste femme dans la sélection. Donc on peut faire certaines personnes doivent faire un pas en avant, mais certaines personnes devraient faire un pas en arrière. Voilà, mais en tout cas, lui, c'est un super pas en avant que de cette position de... c'est parfait. Alors, regardez bien toutes les occasions manquées, certes, mais regardez aussi, du coup, maintenant, toutes les opportunités qui arrivent, et surtout, celles-là, ne les laissez pas passer.
On va prendre deux personnes. Voilà, une à un bout et l'autre à l'autre. Moi, je voulais rebondir sur plusieurs sujets. Tout d'abord sur la tenue. Malheureusement, la dernière jeune femme qui a été assassinée, elle était en jean et en sweat. Je me souviens plus de son prénom, donc désolée, mais même les crimes sexuels concernent les personnes âgées. Donc on n'a pas besoin d'être en mini-jupe. Voilà. Donc malheureusement, protégez vos filles, je comprends. Mais il faut éduquer les garçons. Et les garçons, même une femme de 80 ans ou une femme de 20 ans en survêtement, ça peut les exciter. Voilà. Donc d'abord, ça, c'est important de le préciser. Ensuite, concernant le langage, moi, je trouve que c'est fondamental. Et la bouchère, je continuerai de l'appeler la bouchère. Parce que moi, il y a 20 ans, je faisais partie d'une association féministe et on nous disait que c'était un faux débat. La féminisation des noms. Sauf qu'aujourd'hui, en 2020, on peut parler de la sous-préfète de Grasse, ça ne choque personne. On peut parler d'une écrivaine, d'une auteure, ça ne choque plus personne, c'est rentré dans le langage courant. Donc ces petits combats font évoluer toutes les choses. Et je trouve ça absolument fondamental, en fait, de s'inscrire en tant que femme dans une réalité. Je suis une femme, et tout à l'heure on parlait de l'armée d'ailleurs, j'ai été une militaire, et même cette fameuse institution tellement archaïque, et ben aujourd'hui on va dire une adjudante, on va dire une commandante, et si l'armée peut évoluer, ben j'estime que la société peut évoluer. Et dernière chose, on ne dit pas se faire violer, donc on dit a été violé. Voilà, donc ça aussi, ces petits détails, je trouve très important de le signaler. Donc on ne dit pas, mon garçon, tu as failli te faire violer, mais on aurait pu te violer. Voilà. Très juste. Au langage, oui. Il y a une dame juste ici. De l'autre côté, c'est toujours comme ça. Oui, mais il y avait une dame juste ici avant. Ah, il y a de l'autre côté. Ah non, pardon. Alors je vais prendre ma place. Aujourd'hui, je suis très émue, alors j'espère que j'arriverai à exprimer clairement ce qui me tient à cœur. Je voudrais rebondir sur ce pour lequel vous nous faites réfléchir, c'est-à-dire toutes les représentations qu'on a l'habitude d'avoir et qui font qu'en fait on ne voit plus. Donc toutes ces questions d'angle mort, en fait. Alors je veux blesser personne. Hein. La première chose, j'ai entendu qu'on dit une famille. Et dans famille, j'entends femme. Et tout ce qu'inconsciemment on peut porter sur les épaules en tant que femme quand on crée une famille. Et c'est là surtout que je voulais blesser personne. Je me suis beaucoup... l'allaitement est un sujet qui me tient à cœur, parce que je me demande si dans quelques décennies on allaitera encore. Et donc j'ai fait un petit jeu de mots qui est à moi et qui ne blessera personne, je l'espère. C'est au nom de la mère, des enfants et du sein lait. Voilà, c'est un amen. C'est quelque chose qui me plaît parce que inconsciemment, peut-être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, peut-être qu'inconsciemment, nous les femmes, on a peut-être envie aussi de se projeter dans le rôle qu'on a dans la petite famille qu'on crée avec un papa. Et donc, j'en reviens à l'égalité homme-femme, donc à l'égalité parentale. Moi, je ne me définis pas comme une féministe. Je me sens plus à l'aise de me définir comme une humaniste. Et je suis de sexe féminin. Donc je suis une humaniste femme. Et il y a beaucoup de souffrance chez les hommes. Le patriarcat est peut-être ne serait-ce que l'expression d'une grande souffrance humaine. Et j'ai pas envie de la genrer en disant qu'elle est masculine. Voilà. Et encore une idée, excusez-moi, ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas, pour moi, ça a un sens de tous les dire. Tout à l'heure, on parlait du consentement. On parle du consentement sur le fait de toucher le corps de l'autre. Donc toujours sans cette question de représentation et d'angle mort qu'on peut ne pas voir. Moi, c'est la notion du colonialisme psychique qui m'intéresse, c'est-à-dire le fait qu'on peut entrer dans l'esprit de l'autre sans se rendre compte qu'on n'a pas demandé l'accord, sans se rendre compte que l'autre ne consent pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à ressentir ou c'est trop violent pour lui de ressentir. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, donc je ne peux pas rentrer dedans. J'arriverai pas à m'arrêter. Mais voilà, je voulais juste dire que peut-être que les deux vont tous ensemble, enfin tout ça va ensemble. Et moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup réfléchi sur l'institution éducative et sur qu'est-ce qu'on peut peut-être ne pas voir, où on peut passer à côté. Et l'idée
qu'il y ait des classes multiples, par exemple, ça me plaisait bien. Mais l'idée qu'il y ait des enfants, parfois, qui ne sont pas prêts à entendre certaines choses, qui ne sont pas prêts à être assidus sur l'école toute une journée, qui ne peuvent pas, quand ils rentrent à la maison, continuer à apprendre une poésie, etc., etc. Voilà, donc c'est très difficile pour moi d'aborder ce sujet parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais consentir à la fois, donc, est-ce que l'autre, c'est doux ou pas pour lui quand je vais vers lui, mais est-ce que c'est doux aussi ou pas pour lui quand je lui raconte des histoires, des tas de choses toute une journée, 30 heures par semaine. Ses besoins, c'est peut-être le calme, c'est peut-être le silence, c'est peut-être de grimper à un arbre. Voilà. Je crois que j'ai dit ce qui me tenait à cœur et je vous remercie. Quand vous entendez. Oui, là-bas. Mais elle est patiente, elle est patiente. Non, c'est peut-être après ça, c'est pareil, anecdotique. Je voulais simplement faire le constat, et je sais, pointe le doigt à personne, mais je trouve que c'est quand même un triste constat qu'aujourd'hui, dans les écoles, je parle là des grandes écoles, dans tout ce qui est les métiers qui sont de mathématiques, de sciences, de ingénierie, il n'y a quasiment pas de femmes. Et ça, c'est un fait. Et là, ça devient de toute petite enfance, c'est un choix des filles, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui va toujours profondément pas bien. C'est tout. Oui, ça, c'est des constats qu'on peut tous faire et regarder. Donc, on dirait les filles, il est prouvé qu'elles peuvent être aussi bonnes en maths, voire meilleures dans les matières scientifiques, disons, que les garçons. Mais c'est pas le problème. Mais c'est qu'à un moment donné, eh bien, elles changent de voie. C'est pas la voie qu'on va leur indiquer. J'étais suffisamment prof dans les conseils de classe pour savoir comment mes propres collègues pouvaient orienter les filles ou les garçons. Là, j'ai vécu. Donc, il fallait se battre pour pouvoir dire qu'une fille pouvait aller dans une école d'ingénieur, que c'était pas insensé, que c'était pas anormal, amoral, tout ça. C'était possible. Mais pour les parents, c'était pas ça. Et pour les enfants, du coup, pour les filles ou les garçons, ils étaient aussi, comme on disait tout à l'heure, toute cette éducation de la société, de la famille, de l'école, etc., ça pèse lourd. Et à l'aboutissement, effectivement, on arrive en terminale, orientation, orientation d'une fille, orientation d'un garçon, c'est pas forcément la même. Quelques progrès, mais dans les grandes écoles, il y a des choses. L'ENA, je sais pas combien il y a de filles, par exemple. Je sais pas. Bon, après, si c'est pour devenir comme... Ouais, mais ça, c'est aussi une autre mécanique qui se joue avec ça. C'est aussi tout le problème sur la façon dont on prépare les filles et les garçons de façon très distincte à la sélection, à la compétition et à la sélection, parce que finalement post-bac, c'est ça ce qui se joue. Avant le bac, il n'y a pas tellement voilà, c'est des mouvements qui sont à peu près les mêmes. Il n'y a pas tellement de biais sur les filières les plus scientifiques jusqu'à la fin du lycée. Le problème, c'est après, c'est sur les filières sélectives où du coup les filles, c'est pas simplement que les profs éventuellement les freinent ou voilà, c'est aussi que la façon dont les filles et les garçons se projettent sur la compétition et sur la confiance qu'ils et elles ont en soi pour aller sur des filières compétitives, c'est pas du tout la même posture. Et donc du coup là, on a un écroulement du nombre de filles qui postulent sur les filières les plus prestigieuses, mais prestige, sélection, ça va ensemble très vite. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant le confinement, du coup, les concours de Sciences Po étaient un peu bousculés, et donc ils ont supprimé les oraux, donc tout a été fait de manière du coup anonyme, c'était que des épreuves écrites anonymes, et on a vu une montée en puissance des femmes qui ont été admises à Sciences Po. Donc je trouve ça hyper intéressant comme aussi d'interroger, voilà. Oui, les analyses d'ailleurs ont été très diverses. On arrive à la fin de ce débat. Ah pardon, je n'avais pas vu, excusez-moi madame. Oui, je suis enseignante, donc je modulerai ce que vous venez de dire. Je pense que les choses évoluent beaucoup. Je suis prof en terminale. Oui, je suis là. Je
je suis là. Ah oui, voilà. Donc je voudrais quand même moduler les choses. Je suis prof en terminale, j'ai plus de 63, j'arrive à la fin de ma carrière. Je pense qu'il faut moduler. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je dirais que, effectivement, les mathématiques ne sont pas la panacée des jeunes filles, mais au fond, si elles veulent faire de la science politique, ben moi je suis ravie. Deuxièmement, il y a beaucoup de jeunes filles qui réussissent de manière absolument excellente la filière médecine. Les garçons sont des feignasses de première, excusez-moi messieurs, ils ne bossent pas, c'est pas vrai. Alors c'est vrai qu'après le bac, on les voit tout d'un coup s'épanouir, mais la réalité c'est qu'en droit, et je rappelle que notre ministre de la Justice a choisi une femme à la plus haute fonction de magistrature, donc on voit que les choses avancent, donc je voulais quand même le dire. En même temps, la question que j'ai envie de poser, peut-être que vous aurez une réponse. J'ai l'âge que j'ai et je m'étonne. Le système monoparental, nombre d'entre nous avons élevé nos enfants seuls. Nos garçons, nos filles. Comment se fait-il aujourd'hui qu'une jeune fille puisse pas se promener dans la rue avec la tenue qu'elle souhaite? Ça, c'est vraiment une question que j'ai élevé mes enfants. J'ai l'impression que j'ai réussi. Mes filles ont fait la vaisselle, fermé les volets, fait les courses et toute fonction que je considérais normale. Leur père a été élevé de la même façon. Qu'est-ce qu'on a raté? Et ça, je pose la question. Nous avons une responsabilité aujourd'hui, nous les femmes, grand-mères. Qu'est-ce qu'on a raté? Parce que ces jeunes qui arrivent, qui ne respectent pas nos filles et nos petites filles, qu'est-ce qu'on a raté? Voilà. Et ça, c'est une question qui me taraude, sachant que l'éducation est importante. Hein. Je crois que là, on a un rôle, mais pas que les profs. Je crois que les mamans, les papas. Mais je pose la question, on a raté un truc. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de violence. Alors, les médias, évidemment, jouent un rôle absolument détestable. La violence a toujours existé. Je suis historienne et je pourrais vous faire un discours. Mais moi, ce qui me taraude, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a raté? Voilà. Je ne sais pas si vous répondrez à ma question. Je ne sais pas si on peut répondre, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est parce qu'on a mis le thermomètre aujourd'hui et que du coup, c'est vrai que les violences sont mesurées déjà beaucoup plus, ce qui permet de les évaluer, alors que jusqu'à présent, un certain nombre de violences passaient dans les faits divers, passaient dans différents crimes passionnels pour parler de cela, etc. Aujourd'hui, on met des mots sur les choses, et même les petites violences, enfin, les plus petites, les verbales, les agressions dans la rue, les choses comme ça. Aujourd'hui, on les quantifie. Donc, c'est vrai que peut-être, du coup, et on en parle beaucoup. Alors, le fait d'en parler, avant, c'était totalement tabou, non, on n'en parlait pas. Je ne sais pas, je ne réponds pas à votre question parce que je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on a raté, les parents, nous les parents, hommes, femmes, les papas, les mamans, tout le monde? Qu'est-ce qu'on a raté? Est-ce que c'est pire qu'avant? Je ne suis pas sûre. C'est peut-être pas, on n'a pas forcément évolué, mais c'est nous aussi qui faisons l'éducation, effectivement. Donc, il y a des familles peut-être qui reproduisent ce qu'elles ont vécu. Donc, c'est les schémas dont on parlait au début, donc il faut casser, enfin qu'il faut arriver à changer ces schémas d'éducation des filles et des garçons. Parce qu'on parle toujours évidemment d'éduquer les filles, mais c'est les garçons et les filles, et toujours dans le sens du respect de l'un et de l'autre. C'est ça à la base, je crois, d'avoir le premier truc à la maternelle, à la crèche, voilà. Tout de suite, c'est ça, on se respecte. Oui, je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a raté l'éducation des garçons en premier lieu. On a raté l'éducation au consentement, c'est-à-dire on baigne encore dans une culture du viol dans laquelle tous nos modèles érotiques reposent autour de schémas de violence sexuelle. Que ça soit ce qu'on écoute à la radio, que ça soit ce qu'on regarde à la télé, etc. Et où, en fait, par exemple, on va complètement érotiser le fait d'être plaqué contre un mur par surprise, ce qui est en soi une agression sexuelle. Et en fait, nous, on le voit, en tout cas sur notre compte Instagram, quand on discute avec des jeunes hommes et des jeunes femmes, il y a vraiment un manque de modèles autres. C'est-à-dire on manque de modèles de culture du consentement, c'est-à-dire de dire, en fait, on peut s'assurer du consentement d'autrui et ça peut être sexy et c'est pas juste ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire, ah mais en fait, on va devoir écrire un contrat, mais c'est quoi ça? On peut plus laisser de la place à la spontanéité. En fait, dire j'ai envie de toi, c'est une manière de s'assurer du consentement de la personne et a priori, c'est pas quelque chose de repoussant non plus.
Mais je pense que c'est vraiment ça qu'on a raté. C'est en fait ce tournant et cette transformation de la culture qui est en train d'avoir lieu, mais où on continue à avoir énormément de violence patriarcale dans les objets culturels qu'on va consommer, et où du coup on reproduit, enfin on le voit aujourd'hui, il y a des énormes problèmes chez les jeunes de ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire des jeunes garçons qui vont faire circuler des photos et vidéos de jeunes femmes nues, potentiellement en activité sexuelle, et qui vont commencer à se les faire tourner sur les réseaux sociaux. En fait, c'est quelque chose... Enfin, on voit bien là qu'il y a un problème de culture du consentement, et de faire comprendre la gravité des faits à la fois aux jeunes femmes, c'est-à-dire de leur dire évidemment faites attention, etc., mais surtout aux jeunes hommes et aux vieux hommes aussi. Enfin, c'est-à-dire c'est ça qu'on a raté. Et puis on a raté aussi le fait d'oser prendre la parole, où il y a plein de milieux, notamment dans le milieu du travail, où quand on voit qu'il y a des femmes sujettes à des comportements machistes, sans aller jusqu'à quelque chose de très grave, et où en fait personne ne parle et personne ne défend ces personnes-là. Et du coup, je pense que c'est aussi ça. On a aussi raté ce sentiment de dire, quand tu vois quelqu'un se faire emmerder dans la rue, va l'aider. Quand tu assistes à une violence policière, interviens, dis quelque chose. C'est aussi ce truc-là qu'on a raté et qu'on essaye de rattraper. En tout cas, j'essaye. Ouais, j'allais dire moi juste un petit peu de positif. Je pense que de moins en moins, on rate systématiquement. Je pense qu'on est de moins en moins sur personne ne fait rien, personne ne dit rien, personne ne voit rien. Et là, on est en train. Alors, c'est le consentement, c'est les vêtements, c'est tous ces petits sujets qui sont tous des grands sujets en fait. Hein. Mais c'est cette approche justement où vraiment on sent que moi, vraiment, pour le coup, hein, c'est mon quotidien dans le travail, toutes ces thématiques. Je vous garantis que moi, j'ai créé Alter Ego en 2012, donc vous voyez, ça fait 8 ans. Je vous assure que mon quotidien, c'était pas le même il y a 8 ans sur tous ces sujets-là. Très clairement, hein, qu'on parle de l'éducation, même les crèches, qu'on parle de l'école, qu'on parle du travail, qu'on parle du sport, qu'on parle de la formation initiale, de la formation continue. Je vous assure que là, clairement, moi, je le mesure, hein, la société évolue. Alors, rien n'est parfait, ça je vous l'accorde, rien n'est parfait. On n'a pas encore atteint ce niveau de perfection absolue où tout est parfaitement équilibré et réglé, mais ça bouge, vraiment. Et on en parle. Alors, on vient de me faire signe qu'il faut arrêter, mais madame attend depuis un moment, oui, donc voilà, court s'il vous plaît. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente, donc je suis Héloïse. Et je suis quelqu'un d'assez timide parce que par rapport à ma culture aussi, on m'a toujours mis en retrait. Et je reviens sur l'éducation des garçons, parce que moi, je rêvais d'avoir une fille, j'ai eu un garçon. Donc, bon, quand on est face au fait accompli, on se rend compte que c'est aussi un devoir de nous, en tant que maman, d'éduquer nos garçons. J'ai hésité à l'emmener, là, on sort du match de foot, et je me suis dit, pourquoi pas, il a 9 ans, donc il faut aussi que lui, il ouvre les yeux, qu'il entende ce qui se passe dans notre monde, parce qu'on essaye toujours, comme disait la dame, de protéger nos enfants en leur disant ne fais pas ci, ne fais pas ça, et finalement on a tendance à ne pas laisser la liberté à nos enfants. Et moi j'étais pareil, ma mère, on est deux filles, donc elle nous disait toujours faites attention comment vous sortez, et bon, on a toujours fait attention en sachant qu'on était quand même libre de mettre une robe si on avait envie d'en mettre une. Et maintenant que je me dis, je suis de l'autre côté et que moi j'ai un garçon, je lui dis, écoute, regarde comment ta grand-mère nous a élevés, et moi je veux que toi tu sois élevé avec le respect de la femme, même si c'est pas évident au quotidien, parce que il faut se battre pour avoir effectivement le même salaire qu'un homme. On a toujours ce côté dire c'est pas juste, mais au moins il est au courant de ce qui se passe. Donc j'espère que plus tard ça lui servira et dire ma mère elle m'a toujours expliqué que quand une femme dit non, c'est non. Bon, parfois, c'est vrai qu'on dit un petit non et qu'il faut aussi hausser le ton. C'est ce que je fais. Et maintenant qu'il a cet âge-là, j'ose davantage en me disant il faut qu'il ait cet exemple d'une maman qui se bat plus que quand on était petite, où on disait ah oui, il faut faire attention, mais en fin de compte, on va mettre un pantalon, comme ça, au moins, on ne sera pas embêté dans la rue.
Donc voilà, tout simplement, ne pas chercher les ennuis, mais en même temps faire face à la situation et dire je suis née en France, j'ai cette chance-là, et être libre de m'exprimer, d'aller aux endroits où j'ai envie d'aller. Et même si c'est un endroit où c'est plus féministe, plus un public féminin, eh ben, j'emmène mon fils pour qu'il ait conscience qu'il peut très bien avoir un avis ouvert sur les femmes, sur le monde dans lequel on vit, en sachant qu'il est dans un monde très très macho puisqu'il est dans le foot. Donc bon, j'aurais préféré qu'il soit ingénieur, mais bon, pour l'instant, il est plutôt vers une filière sportive. Donc, attention voilà. aux idées reçues. Et merci. Et je voulais faire aussi une petite parenthèse sur le monde du handicap, parce que je suis aussi touchée par une maladie invisible. Donc c'est vrai que le handicap aussi, c'est important d'ouvrir une parenthèse sur les enfants qu'on ne mélange pas avec les autres. Et moi, souvent, quand je vois quelqu'un en fauteuil, je dis à mon fils, c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver à n'importe quel âge et il faut respecter ces personnes-là, même si c'est un monde qui nous fait peur, puisqu'on ne le connaît pas. Et c'est toujours, comme je lui dis, souvent on est tout seul dans une salle et je lui dis, c'est important d'aller vers les autres et qu'ils apprennent à nous connaître. Il ne faut vraiment pas s'arrêter aux a priori et aux préjugés. Tout simplement, la mixité sociale, moi je pense que la parité, c'est ce qui nous sauvera tous. Voilà, merci. Merci à toi. Merci, heureusement que vous êtes timide, parce que... Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc on finit sur des notions de liberté, de non-discrimination, c'est super. Et si votre fils, là. Et si votre fils devient un grand footballeur, tant mieux s'il peut changer les choses à cet endroit-là, de cet endroit-là. Il y a de quoi faire aussi. Je suis contente que tu sois venu après le foot. Alors monsieur. Ah, on vous entend pas. On vous entend pas parce que vous êtes un homme. On l'attendait, là. On l'attendait. C'est un micro sexiste. Ah, là, on entend bien. Pardon. Oui, ça doit être ça. On m'a fait une vacherie. Non. J'entends beaucoup parler de transmission de la maman, de la grand-mère à sa fille, etc. Je pense que le papa a un rôle à jouer là-dedans. Moi, j'ai eu un papa qui a 80 ans aujourd'hui, qui, ma sœur et moi, nous changeait, nous promenait, nous donnait le biberon. Je peux vous dire qu'à l'époque, on habitait dans une cité. C'était un extraterrestre, carrément. Donc j'ai été élevé comme ça, pourtant de famille italienne, où le patriarcat en Italie, c'est quelque chose qui est bien ancré. Mais là, pas du tout. Moi, j'ai élevé ma fille dans ces principes-là. Comme avec ma femme, je lui ai expliqué qu'elle allait à l'école, son corps lui appartenait, que c'était à elle. Et je ne pense pas que ça soit réservé à la maman de dire ça. Je pense que le papa peut lui dire, carrément. Je pense, c'est mon idée. C'est ma façon de penser. Je pense qu'aussi, j'ai un garçon aussi qui a 15 ans. Que j'élève avec le respect de tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas évident par rapport à des fréquentations d'avoir ce genre de discours pour lui, de l'entendre. Mais bon, là, il l'entend bien. Sa sœur est assez féministe convacue. Elle a 23 ans. D'ailleurs, elle vous admire. Qui vous a traîné ici. Je vous passe un petit coucou de sa part. Ouais. J'ai regardé vos clips, vos docs, superbe. Excusez-moi, c'était une petite parenthèse, c'était superbe. Donc je pense que l'homme pour conclure et puis pas vous regarder longtemps, je pense que l'homme a un rôle à jouer, mais au sein de sa propre famille. Je veux dire, il ne faut pas le mettre en retrait. Je pense qu'il faut que c'est un rôle de couple. On a un couple, l'enfant on l'a fait à deux, et c'est à deux qu'il faut les élever. Donc toute cette problématique, ça se fait à deux. Moi j'entends beaucoup de mamans de elle. C'est bien, c'est féministe, c'est super, mais non, je suis pas d'accord. Donc je pense que c'est le couple qui doit se battre pour ça. Et les hommes, faut pas avoir peur de dire oui, moi je suis féministe. D'une certaine manière, je suis féministe. Pas à outrance, mais féministe, oui. Voilà. Merci monsieur, merci parce que c'était un peu inscrit en filigrane dans ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'éducation, elle doit être ouverte, et c'est vrai qu'elle est partagée dans la famille. Et tout à l'heure, quand on parlait de MeToo, qui a été tout d'un coup, dans certaines familles, chez certains papas, chez certains pères, la révélation que les agressions, ça pouvait être aussi sur leurs filles, qui s'en étaient peut-être jamais rendu compte parce qu'ils étaient protecteurs et qui pensaient que rien ne pouvait leur arriver. Donc tout d'un coup, ça, c'est effectivement ce que vous dites. Vous avez eu justement un père qui vous a élevé comme ça.
il faut que ce soit plus fréquent et que peut-être cette prise de conscience va nous y faire arriver, justement, et à ce que les pères s'impliquent plus. Mais la société, comme disait Anne-Gaëlle, il faut encore prendre les congés parentaux, il faut prendre les congés tout court, il faut s'occuper des enfants. C'est tout un cheminement qu'il faut faire et que le rôle du père soit le même que celui de la mère, quoi, dans tous les sens du terme. Voilà. Une des clés même d'une meilleure égalité au travail, c'est une meilleure égalité de la répartition des rôles à la maison, hein, clairement. Alors on va être obligé. Je crois qu'il y a des signes comme quoi il faut qu'on arrête. Alors, vraiment. mais je vais vous dire juste un truc. Ce soir, tout à l'heure à 19h, il y a un concert lecture de Majid Cherfi. Donc tout à l'heure, on a entendu Zouli Cherfi. Je t'ai dénoncé. Donc voilà, Majid Cherfi est parmi nous. Donc il a écrit La part du Gaulois, La part du Sarrasin, c'est très intéressant. Et donc il fait un concert lecture avec son musicien Samir, ici même à 19h. C'est pour ça que vous pouvez revenir avec une veste plus chaude tout à l'heure, mais revenez parce que Majid, c'est aussi quelqu'un d'extraordinaire. Je crois que c'est un mari, un père très bien aussi. J'ai cru entendre des choses comme ça. Voilà. En tout cas, oui, on est obligé de laisser pour qu'il puisse préparer. Merci.